Le fil, je vais tout de suite dérouler le fil. Voilà, comme ça je serai tranquille après. Parce que je vais essayer d'éviter d'être devant. Quoique non, ah oui, c'est bien projeté par en haut en mettant. Vous voyez bien l'écran là? Bah non, moi je le masque pas, mais enfin comment dire, je ne masque pas la projection, mais je vous masque peut-être la vue de l'écran quand même. Non, ça va. Donc bon, bonjour à vous, merci d'être là. Je vais. Enfin, comme ça a été dit, hein, il y aura un temps de débat à la fin, enfin sauf pour ceux qui seront partis en cours de route. Mais d'abord, avant qu'on puisse débattre, je vais vous présenter un petit peu la manière de concevoir le sujet selon moi. Je ne suis pas le seul, hein, j'ai rien inventé. Moi, je suis un passeur, j'ai appris plein de choses sur le terrain, sur différents terrains, et j'essaye de le rendre accessible. Dans ce que je vais dire, il y a des choses qui peut-être vous paraîtront évidentes. Je vous invite quand même à faire attention à la manière dont je les présente, parce que c'est rarement présenté de cette manière-là, et j'y tiens, parce que pour moi, c'est une autre manière de concevoir les questions, et ça permet de se poser des questions un peu autrement. Alors, si c'est redondant avec ce que vous avez déjà vu, bah, ça voudra juste dire que vous avez des profs excellents. Et si c'est pas trop redondant, bah, ça voudra dire que ça valait le coup d'avoir différents points de vue. Donc, pour me présenter un peu précisément, moi, je suis fils de paysan. Donc j'ai grandi dans l'agriculture, j'ai fait des études d'agronomie, j'ai été technicien en chambre d'agriculture, donc j'ai fait vraiment du conseil technique. L'agriculture, c'est pas une théorie simplement que j'ai apprise à l'école, ça a été une pratique. Ensuite, après avoir été en chambre d'agriculture, en agriculture dite conventionnelle, je vous expliquerai tout à l'heure pourquoi j'utilise ce mot-là, j'ai travaillé dans un groupement d'agriculture bio. Ce qui veut dire que dans ma démarche de conseiller agricole, j'ai fait moi-même une conversion, j'ai changé de technique, je me suis posé des questions et j'ai évolué. J'ai appris d'autres façons de pratiquer. Et puis ensuite, j'ai travaillé pendant 8 ans à la Fédération nationale d'agriculture bio, où là, j'étais plus sur le terrain, malheureusement. J'étais dans des négociations nationales et européennes. J'ai été un des pères, si on veut, de l'aide au maintien de l'agriculture bio qui vient d'être supprimée là. Forcément, ça me touche davantage, mais bon, peu importe que j'ai été un de ceux qui l'ait écrite, l'important c'est surtout que sa disparition pose de vrais problèmes. On pourra en parler après si vous voulez. Et puis, je pilotais également le dossier des semences bio en France. J'étais animateur du groupe d'experts français sur les semences bio, sous l'égide du ministère. Et donc, j'étais un des 2 représentants de la France auprès de Bruxelles sur la question des semences bio. Et j'ai participé à la création du réseau Semences Paysannes. Donc c'est pour dire que la question des semences, c'est aussi une question que je connais bien. Donc je dirais qu'il y a 2 domaines que je maîtrise particulièrement. C'est la question de la transition, de la conversion vers d'autres pratiques, et tout ce que ça implique comme étape et comme démarche humaine et technique et économique. Et puis tout ce qui est semences, voilà, c'est un peu mes deux principaux dossiers, même si évidemment sur la bio, je connais beaucoup de choses. Et je précise qu'avant de travailler en France, j'avais quand même travaillé aussi au Bénin, et c'est pas un hasard, et ça reviendra un peu dans mes présentation, j'ai été amené à aller un peu à l'étranger, dans d'autres pays, et l'aspect international est vraiment très important aussi. Maintenant, je suis anthropologue, c'est-à-dire que je continue à faire des conférences, à écrire des livres, je prépare actuellement une bande dessinée, etc. Donc je continue à travailler dans la vulgarisation de l'agronomie, mais mon activité principale, quand je ne me laisse pas déborder par les conférences, par les sollicitations, c'est une recherche en anthropologie, en ethnologie, si vous voulez, donc l'étude des sociétés humaines. Voilà. Et je suis administrateur de l'association Agir pour l'environnement, donc à titre bénévole, très impliqué. Par exemple, demain, j'ai une réunion des États généraux de l'alimentation à ce titre-là. Voilà, vous savez un peu maintenant d'où je parle. Maintenant, je vais vous présenter un petit peu le sujet. Alors, vous allez voir, je suis vachement cohérent quand même, parce que la première diapo, quand on parle des communs, ben oui, je suis sous Creative Commons, c'est la moindre des choses. Wow. Mais je ne l'ai pas fait exprès, hein, j'ai toujours cette diapo, c'est pas la première diapo. Bon, celle-là, quand c'est à l'écran, c'est pas la peine de la laisser, mais quand parfois je suis amené à diffuser des diaporamas en version papier, donc là, évidemment, je précise que tout ce que je fais est libre d'accès à condition de citer l'auteur et de ne pas me faire dire autre chose que ce que je dis, ce qui est la moindre des choses. La principale diapo que vous verrez, c'est celle-là, donc vous affolez pas, parce que je ne mets des diapos que pour illustrer mes propos. J'ai quasiment pas de texte, donc vous êtes obligé de m'écouter. Pour moi, une conférence, c'est de l'oral, c'est pas de l'écrit, donc il n'y aura pas d'écrit. Par contre, j'illustre chaque fois que nécessaire. Ça vous oblige à prendre des notes, je suis désolé. Mais comme ça vous oblige à comprendre ce que je dis et pas simplement à recopier ce qui est à l'écran.
et au moins vous suivez au même rythme que ce que je dis. Donc, le souci, parce que bon, la question de préserver le commun et les vivants, ça peut être une question très philosophique finalement. Donc moi, je vais l'aborder plutôt vers la fin, cet aspect-là, enfin en filigrane de mon intervention en fait, mais parce que je pense que déjà il y a un truc de base dans une thématique comme celle-là, c'est l'agroécologie, c'est quoi au fait? De quoi je parle? Enfin, quelle agriculture? On aurait pu dire quelle agriculture pour préserver le commun et les vivants? Parce qu'en fait, la première question, la question la plus importante, c'est de quoi est-ce qu'on parle? Et derrière, on verra quels sont les choix qui sont effectivement respectueux ou pas du vivant, etc. Et donc, je vais passer un petit moment à vous présenter l'agriculture, les agricultures. Alors déjà, première chose, j'aime pas dire l'agriculture. Je vais être un peu provocateur, mais l'agriculture, ça n'existe pas. Il y a des agricultures. Les agricultures au pluriel, ça oui, ça existe. C'est comme si vous disiez l'humain. L'humain, bah non, je suis désolé, vous êtes tous différents. Il n'y a pas un humain type. Il n'y a pas une agriculture. Il y a des agricultures, et c'est très très important. Parce que ça, c'est vraiment un malentendu fondamental qui nous bloque. Ceux d'entre vous qui sont enfants d'agriculteurs ou agriculteurs, parce qu'il n'y a pas que des élèves, il y a aussi des adultes, donc il y a des agriculteurs, ça c'est sûr, je ne sais pas parmi les autres. Vous êtes sans doute confrontés à la grande difficulté qu'on a aujourd'hui, qui est on sait qu'il faut changer d'agriculture, qu'il y a des choses à changer, mais on a l'impression d'être dans une impasse. On se dit finalement, bah oui, mais si j'enlève la chimie, ça va moins bien marcher, etc. Et donc, quand on raisonne comme ça, en fait, on ne peut pas trouver les solutions. Parce que si on se dit, il y a une agriculture qui serait avec ou sans chimie, qui serait productiviste ou pas productiviste, qui serait industrielle ou pas industrielle, si on raisonne comme ça, on ne va pas trouver de solution. Parce qu'on part de l'idée qu'il y aurait une agriculture de base qui est celle qu'on pratique, et puis il faudrait juste qu'on aménage des choses à la marge. Or, la réalité est beaucoup plus complexe et beaucoup plus simple à la fois que ça. C'est qu'il y a d'autres agricultures. La question, c'est pas d'aménager à la marge l'agriculture qu'on pratique en Europe. La question, c'est de savoir pourquoi est-ce qu'on pratique celle-là, qu'est-ce qu'il y a d'autre comme agriculture possible. Et une fois qu'on a compris ça, une fois qu'on a compris qu'il y a des agricultures possibles, ben on peut en regarder d'autres, on peut en prendre des idées, et derrière, on se rend compte qu'il y a des solutions. Et c'est le gros problème de l'agriculture aujourd'hui en Europe, c'est qu'on est, j'emploie quand même souvent l'agriculture au singulier, je suis désolé, même si je dis qu'il ne faut pas le faire, c'est qu'on est, on est confronté à une sorte de prise en étau. D'un côté, les agriculteurs sont convaincus qu'il y a une agriculture qu'on peut juste aménager, mais qu'il n'y a pas d'autre solution. Et donc, s'il n'y a pas d'autre solution, ben, on est coincé. Et d'un autre côté, il y a tout un tas de scientifiques et de citoyens qui disent « mais cette agriculture pollue, empoisonne, etc. » Et c'est intolérable. Je veux dire, si d'un côté, on nous accuse d'être des empoisonneurs, et que d'un autre côté, on ne peut pas faire autrement, comment on fait? C'est insupportable sur le plan humain. Donc je comprends qu'un certain nombre d'agriculteurs soient dans le déni, de dire « mais non, c'est pas vrai, elle ne pose pas de problème ». Ah si, elle pose des problèmes, il faudrait pouvoir le regarder en face. Mais pour pouvoir le regarder en face, il faut d'abord savoir qu'on a une porte de sortie. Si on n'a pas de porte de sortie, c'est pas possible. Et moi, je ne vais pas reprocher aux agriculteurs de faire ce qu'ils peuvent dans un contexte qui les écrase complètement. Donc moi, mon souci, c'est pas d'aller embêter les agriculteurs, c'est d'aller ouvrir des portes pour qu'ils puissent sortir vers autre chose. Et ça, c'est justement une des premières choses qui permet d'aller vers ça, c'est de comprendre que l'agriculture, elle a été inventée plusieurs fois. Elle n'a pas été inventée une fois, elle a été inventée 30 fois. Enfin, on connaît aujourd'hui 30 lieux d'invention de l'agriculture. Il y en a peut-être d'autres, parce qu'on est loin d'avoir fait le tour de tous les sites archéologiques de la planète, mais elle a été inventée une trentaine de fois. Ici, vous voyez, je vais même carrément aller le montrer sur place, c'est encore plus simple. Les trois endroits qui ont été les plus importants historiquement, c'est ici, ici et ici. Parce que c'est des foyers qui ont rayonné, c'est-à-dire c'est des endroits qui ont donné lieu à des civilisations. C'est pas forcément que c'est des meilleures agricultures qu'ailleurs, c'est juste que c'est des endroits qui, pour différentes raisons historiques, ont été à l'origine de grandes civilisations. Évidemment, la grande civilisation chinoise, qui est quand même la civilisation qui a été la plus longue et la plus grande de toute l'histoire de l'humanité, il ne faut pas l'oublier, c'est ici que ça s'est passé, c'est pas là. Nous, les civilisations européennes, elles ont été beaucoup plus courtes et beaucoup moins étendues. Il y a eu donc le croissant fertile, et puis il y a eu l'Amérique centrale, avec toutes les civilisations aztèques, incas, etc. Et après, il y a eu d'autres inventions dans d'autres régions du monde,
là, ça regroupe en fait plein de lieux différents. Ces grosses patates-là, il y a plusieurs lieux différents d'invention qui ont eu moins d'importance historique, mais qui sont des lieux différents. Alors certains sont liés. On pense que certains lieux d'invention d'Amérique du Sud sont en partie liés à l'invention d'ici. Par contre, ce qu'on est sûr, c'est que l'invention qui a eu lieu ici, elle n'a aucun lien avec ces deux-là. C'est pas possible, il n'y avait aucun échange humain à cette époque-là entre les continents. Donc on a bien on a eu des échanges entre certains lieux, mais on n'a eu aucun échange entre d'autres. Donc il y a eu plusieurs agricultures qui ont été inventées. C'est vraiment fondamental. Et alors, celle qu'on a en Europe, c'est celle qui est appelée A1, ici, ce qu'on appelle le croissant fertile. Si vous voyez un peu sur la carte, c'est la Syrie et l'Irak actuel, en gros. Liban, Syrie, Irak actuel. C'est-à-dire en gros les endroits où il ne faut surtout pas mettre les pieds en ce moment, hélas. Mais c'est important de se souvenir pourquoi est-ce qu'on a un lien historique fondamental avec cette région-là. C'est vraiment l'endroit d'où est issue notre civilisation. Toute la civilisation occidentale vient de là. Parce que l'agriculture vient de là, et notre civilisation est née sur l'agriculture. Donc l'agriculture qu'on pratique en Europe, elle vient de là. Et elle a gagné l'Europe. Elle a gagné aussi l'Égypte, etc., l'Afrique du Nord, etc. Mais elle a notamment, c'est l'agriculture qui progressivement est allée en Europe. Donc c'est une des agricultures possibles parmi d'autres. Alors cette agriculture, elle domine quand même le monde aujourd'hui, et moi je l'appelle l'agriculture conventionnelle. Pourquoi est-ce que j'appelle conventionnelle? Parce que j'ai pas envie de l'appeler agriculture chimique, parce que c'est beaucoup plus compliqué que ça. Elle ne l'est pas forcément. On parle aussi d'agriculture productiviste, ça se discute aussi, et c'est pas forcément un gros mot. On parle d'agriculture industrielle, oui, mais pas que. Intensive, elle ne l'est pas forcément, loin de là. Bref, tous les adjectifs qu'on lui donne sont quand même très discutables. Mais dire agriculture conventionnelle, ça veut juste dire que c'est l'agriculture qui fait convention aujourd'hui dans les institutions internationales. C'est tout, c'est une convention. C'est la convention des institutions internationales. D'où le nom d'agriculture conventionnelle. Et je pense que quand vous voyez une photo comme celle-là, j'imagine que pour vous, c'est pas le modèle d'agriculture bio. Pourtant, je pense qu'en un coup d'œil, vous vous dites, ça c'est quand même pas une photo qui illustre l'agriculture bio. Pourtant, il n'y a pas de chimie là-dedans. Hein. Donc intuitivement, vous voyez bien que la bio, c'est pas qu'une question de chimie. Là, ce qu'on voit, c'est de la poussière, hein, c'est pas de la chimie. Et la perdrix, elle a peu de chance. Et la perdrix, oui, là elle va pas trop s'amuser ici. Et donc ça, c'est ce que je vais appeler l'agriculture conventionnelle. Alors, je vais passer un petit peu de temps là-dessus, parce que c'est à partir de la compréhension de cette agriculture conventionnelle qu'on peut comprendre ce qu'on peut faire d'autre. Et qu'on va ensuite, vous allez voir, comprendre les solutions qu'on peut trouver ailleurs dans le monde et les solutions qu'on peut inventer et tout ce qu'on peut mettre derrière le mot d'agroécologie, d'agriculture bio et autres termes qui sont parfois un peu confondus, et je vais vous préciser tout ça. Cette agriculture conventionnelle, donc elle est née dans le croissant fertile, au Moyen-Orient, une zone où on cultivait des céréales à paille. Il se trouve que c'est des cultures qui se prêtent bien à ce qu'on appelle des cultures pures. Culture pure, ça veut dire une seule plante dans un champ. Dans une parcelle de blé, vous n'avez que du blé. Et on essaye justement d'éliminer tout le reste. C'est le principe des cultures pures. On peut considérer que c'est assez logique dans ces régions-là d'avoir inventé ce style d'agriculture, parce que c'est assez cohérent par rapport à cette région géoclimatique. Cela étant, je me méfie du déterminisme. Il ne faut pas forcément dire que c'est parce que forcément là-bas on ne pouvait pas inventer autre chose comme agriculture. Il n'y a pas forcément de déterminisme physique, biologique dans les histoires humaines. Les humains, ils inventent souvent des choses de façon en partie arbitraire. Il ne faut vraiment pas penser que c'est des choses linéaires. Il se trouve que dans cette région-là, on a inventé des cultures basées sur les cultures pures, où on va simplement semer la même plante partout dans un champ, et quand on a besoin de surface supplémentaire, c'est pas compliqué, on défriche. Parce qu'il ne faut pas oublier que jusqu'à très récemment, on ne manquait pas de terre agricole. Il suffisait de défricher et on cultivait. Donc, on n'avait pas besoin d'être très performant, parce que c'est pas très performant en fait. Il suffisait que ce soit pratique, et c'était pratique. Autre caractéristique de cette agriculture, c'est qu'elle s'est développée dans l'Antiquité, dans un monde européen qui était le monde gréco-romain. Et ça, il y a un effet déterminant, pas dire déterministe, mais en tout cas, il y a un effet qui est évident, c'est que la science grecque a complètement orienté notre façon de concevoir les sciences, comme l'agriculture, pendant très très longtemps. Alors là, je vais utiliser un peu un mot savant. Il y en a 2-3 pendant la conférence, pas beaucoup, hein, donc
Je vous demande juste un peu de concentration là-dessus. Après, vous pourrez dormir si vous voulez. Pas trop quand même, s'il vous plaît. C'est le mot réductionnisme. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu ça. Parler de science réductionniste. La science grecque était réductionniste. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on cherche à réduire le monde à un modèle simple. L'idée du réductionnisme, c'est qu'on va réduire à des équations. On va simplifier. On va simplifier pour pouvoir mieux comprendre, pour pouvoir mieux théoriser, pour pouvoir mieux échanger des idées, des concepts, etc. C'est très intéressant. Je ne dis pas qu'il ne faut pas le faire. Là où c'est dangereux, c'est quand on croit que la réalité correspond au modèle. Et là, ça ne marche plus. Et l'archétype de la pensée réductionniste, c'est Aristote. Aristote, par exemple, qui vous dit qu'un point est forcément soit dans le cercle, soit hors du cercle. Et c'est l'un ou l'autre de façon absolument exclusive. Ça, c'est la base de la pensée, un des trois postulats de base d'Aristote, qui est à la base de la science occidentale jusqu'à la fin du 19e. Si vous avez déjà commencé à voir un petit peu la physique quantique en physique, ou si vous vous intéressez un petit peu à l'astronomie, à l'astrophysique, vous savez peut-être que depuis la fin du 19e, on sait que c'est faux. La physique quantique nous enseigne qu'un électron est à la fois quelque part et ailleurs, qu'un point est à la fois dans le cercle et hors du cercle. Et si on n'avait pas compris ça, il n'y aurait pas mon micro pour vous parler, il n'y aurait pas le vidéoprojecteur, vous n'auriez pas de téléphone mobile, il n'y aurait pas d'ordinateur, etc. Tout ça, ça vient du fait qu'à un moment donné, notre science a arrêté d'être réductionniste. Mais jusqu'à la fin du 19e, elle était réductionniste. Elle réduisait le monde à des équations très simples, dans une logique un peu action-réaction. Un problème, une solution. Et ensuite, donc on découpe un problème en petits morceaux, et on suppose que c'est en recollant les morceaux qu'on aura la solution. L'idée, que vous avez sûrement entendu, que le tout est juste la somme des parties. On coupe un problème en morceaux, on regarde les morceaux séparément et on les remet ensemble et c'est bon. Bon, je pense que vous avez appris qu'on sait aujourd'hui que ça ne marche pas comme ça. Mais pendant très longtemps, on a fait comme ça. Et ça a conduit, par exemple, de façon tout à fait logique, hein, c'est pas, je ne blâme pas nos ancêtres, mais à un moment donné, au milieu du 19e siècle, les scientifiques ont découvert que les plantes étaient composées, enfin la matière vivante est composée essentiellement de carbone, d'hydrogène, d'oxygène, d'azote, de phosphore et de potassium. Donc carbone, ça va de soi, parce que si vous avez un peu de souvenir de ce que vous avez normalement dû apprendre un jour ou l'autre en chimie organique, c'est que la vie, la matière dite organique, c'est basé sur le carbone, hein, c'est des molécules basées sur le carbone. Mais aussi hydrogène, oxygène, azote, phosphore, potassium, et puis après d'autres éléments, mais en moindre quantité. Carbone, hydrogène, oxygène, les plantes les trouvent dans l'air et dans l'eau. C'est assez simple à avoir. Azote, phosphore, potassium, c'est un peu plus compliqué. Ah ben tiens, on va leur apporter directement. Bon, vous tous qui êtes dans des lycées agricoles, vous savez très bien que le symbole de l'azote c'est N, du phosphore c'est P et du potassium c'est K. NPK, les fameux engrais NPK. Donc on s'est dit on va apporter directement à la plante. Enfin, je sais pas, mais est-ce que vous êtes posé la question comment les plantes ont fait avant qu'on se mette à amener... Elles savaient vivre avant. Et puis il y a même plus important que ça. C'est que les plantes, elles ont co-évolué, c'est-à-dire évolué ensemble, en s'influençant mutuellement, avec le sol pendant des dizaines, voire des centaines de millions d'années. Donc pendant des dizaines ou des centaines de millions d'années, on a des végétaux, des micro-organismes du sol, etc., qui ont évolué ensemble de façon où c'était intéressant les uns pour les autres en permanence, et donc se sont adaptés les uns aux autres. Et les plantes récupèrent leur nutrition naturellement du sol. Et qu'est-ce qui se passe dans un sol? J'espère que vous avez un peu étudié ça, ou que vous allez le faire si ce n'est pas le cas. Un sol, c'est pas juste une texture physico-chimique, enfin chimique, et une structure en termes d'aération, etc. Un sol, c'est de la vie, c'est des micro-organismes. S'il n'y a pas de micro-organismes, c'est pas de la terre, c'est de la roche. Un sol qui n'est pas vivant, on appelle ça de la roche. La roche, c'est pas que quelque chose de dur, hein. Le sable, ça s'appelle de la roche. La craisse, ça s'appelle de la roche. Tout ce qui n'est pas vivant, c'est de la roche. Quand on parle de terre ou de sol, c'est parce que c'est vivant. Et ce sont les micro-organismes du sol qui nourrissent les plantes, normalement. Parce que le azote, phosphore, potassium, et puis tous les autres éléments minéraux, ne sont pas présents dans le sol sous forme minérale. Normalement, ils ne sont pas présents dans le sol sous forme minérale. Jamais. Enfin, jamais.
en très faible quantité, il y a pourquoi, mais pas de façon importante. Parce qu'ils sont dans le sol sous forme organique, dans le cadre de l'humus, du complexe argilo-humique. Ils sont liés par des ponts ioniques avec les molécules d'humus. Et ils ne sont pas absorbables par les plantes. Comment est-ce que les plantes les récupèrent? Grâce à la vie du sol. Les bactéries du sol se nourrissent de l'humus et d'une certaine manière rejettent les éléments minéraux comme déchets. C'est finalement les sous-produits de la vie des bactéries du sol. Et ils sont libérés, et à ce moment-là, ils sont présents en petite quantité ponctuelle dans le sol, sous forme minérale, et à ce moment-là, la plante peut les absorber. Ce qui veut dire que comme c'est une coévolution pendant des dizaines et des centaines de millions d'années, les micro-organismes d'un sol donné et les plantes adaptées à ce sol-là sont en équilibre. Lorsque tout fonctionne normalement, les micro-organismes libèrent des éléments minéraux à la même vitesse que la plante les utilise. Donc c'est en équilibre, il n'y a jamais d'excès, il n'y a jamais de fuite, il n'y a jamais de lessivage, il n'y a jamais de manque non plus. Si le sol refroidit, la vie du sol si le temps refroidit, la vie du sol se met au ralenti, il va libérer moins d'éléments minéraux, mais ça tombe bien, la plante se met aussi au ralenti et va absorber moins d'éléments minéraux, donc tout roule. Qu'est-ce qui se passe si vous apportez les éléments minéraux sous forme chimique, d'engrais chimiques? C'est pas le problème que ce soit un engrais de synthèse. Faut pas se tromper, le problème c'est pas que la synthèse chimique c'est pas bien parce que c'est le progrès, c'est pas ça du tout. La question c'est une forme soluble, c'est une forme minérale soluble. Ça veut dire présent en permanence, absorbable en permanence. Et le problème c'est pas que les engrais chimiques. Le lisier par exemple pose le même problème. Le lisier c'est de l'azote soluble. Et bien le lisier ou les engrais minéraux ont le même problème, c'est que comme les éléments minéraux sont là sous forme soluble dans le sol en permanence, ben quand il y a un coup de froid, la vie du sol se met au ralenti, libère moins d'éléments minéraux. Ah bah oui, mais il y en a quand même plein puisque vous avez mis votre engrais ou votre lisier. Donc puisqu'il y en a plein, ben la plante continue à les absorber quand même, parce que c'est une absorption en grande partie passive. En plus, comme ils sont solubles dans l'eau, ils sont absorbés par le système d'absorption de l'eau, et pas seulement de l'absorption minérale. Donc ils se retrouvent doublement absorbés par la plante. Donc la plante se retrouve gorgée d'éléments minéraux, qu'elle n'utilise quasiment pas puisqu'elle s'est mise au ralenti. Donc on se retrouve avec une sève qui a un excès d'éléments minéraux. C'est comme si vous aviez un garde-manger porte ouverte. Il ne faut pas vous étonner s'il y a des maladies, des parasites qui s'installent là-dessus. C'est le contraire qui serait invraisemblable. C'est évident que si vous créez un tel déséquilibre, vous avez des plantes qui vont être malades, qui vont être fragiles. Le problème, c'est pas comment protéger les plantes, le problème, c'est comment arrêter de les rendre fragiles. Parce que les plantes qu'on cultive, elles ne sont pas fragiles. Je ne sais pas si certains d'entre vous ont déjà utilisé un désherbage par la herse étrille. Donc vous passez une herse dans la culture. Évidemment, on peut faire ça dans les tout premiers stades. Moi, je me souviens quand j'accompagnais des agriculteurs en conversion bio qui commençaient à utiliser l'herse étrille, on m'avait dit, l'habitude qu'on avait prise, c'était de leur dire, bon, la première fois que tu passes l'herse étrille, tu ne te retournes pas. Tu ne te retournes pas parce que tu as l'impression d'avoir tout saccagé. Et puis après, tu reviens et tu regardes ce qui se passe. Et tu t'aperçois que le champ de blé, par exemple, ou de triticale, ou je sais pas quoi, que tu avais désherbé, il est toujours là. Par contre, les herbes indésirables, elles ont été arrachées. Parce qu'en fait, les cultures qu'on a aujourd'hui, les cultures qu'on cultive, qu'on a sélectionnées pour l'agriculture, sont beaucoup plus robustes que les plantes adventices. Vous noterez que je dis adventice ou plante indésirable. Je ne vais pas dire mauvaise herbe, puisqu'une herbe qui est mauvaise quelque part peut très bien être bonne ailleurs. Mais elle peut être indésirable, effectivement, dans un champ. Vous passez les herses étrillées, elles sont arrachées, mais pas le blé, qui est beaucoup plus robuste. Par contre, on a rendu les plantes fragiles avec nos engrais minéraux. Donc voilà un des défauts de la logique réductionniste. Je vais vous en donner un autre parce que je pense que c'est vraiment important de comprendre ça, surtout quand on est étudiant en agriculture. Prenez l'arbre. L'arbre, moi j'ai toujours entendu quand j'étais gamin, et j'entends encore aujourd'hui des voisins agriculteurs qui me disent « Ah oui, mais sous l'arbre, les rendements sont moins forts. » C'est vrai. Ça, typiquement, c'est un regard réductionniste. Parce que notre mode de pensée est resté très réductionniste. Notre science a évolué, mais notre culture est encore très marquée par ce mode de pensée. On dit, oui, sous l'arbre, les rendements sont plus faibles. Bah oui, c'est vrai. C'est vrai, sauf que si on monte des systèmes expérimentaux, qu'évidemment un agriculteur ne peut pas s'amuser à faire, pour vérifier les rendements au milieu de la parcelle, selon qu'il y a des arbres au bord ou pas, on va s'apercevoir que les rendements au milieu de la parcelle sont meilleurs s'il y a des arbres au bord que s'il n'y en a pas. Donc ce qu'on constate visuellement, la baisse des rendements sous l'arbre, est en fait compensée par l'augmentation de rendement au-delà de l'arbre.
Mieux encore, l'arbre a un effet, je vais en parler tout à l'heure, rapidement, a un effet sur la fertilité du sol à long terme. Parce qu'il ne faut pas regarder qu'à l'instant T, il faut regarder sur les années qui suivent. Et en fait, les arbres enrichissent le sol et améliorent la fertilité à long terme des sols. Résultat, là où un regard réductionniste va vous dire sous l'arbre les rendements sont plus faibles, il faut couper les arbres, un regard qu'on appellera systémique, qui est l'autre façon de raisonner, va vous dire avoir des arbres, en fait, ça améliore les rendements à long terme de mon champ. Donc il vaut mieux les garder. Voilà. Donc c'est vraiment important la manière dont on regarde l'agriculture, dont on conçoit notre pensée en fait. Autre caractéristique de cette agriculture conventionnelle, c'est que depuis le XVIIe, XVIIIe siècle en Europe continentale, ça a été un peu différent en Angleterre, ils ont été un peu moins bêtes que nous là-dessus, on a complètement dévalorisé les savoirs paysans. Les savoirs traditionnels en général d'ailleurs, c'est pas que les paysans. C'est le côté un peu négatif du siècle des Lumières, il y a plein de côtés positifs, mais il y a des côtés plus négatifs. C'est que ça s'est accompagné d'une glorification du savant, du lettré. Le lettré sait, l'illettré est ignare. Vous prenez les textes des grands auteurs latins ou des grands auteurs arabes de l'âge d'or arabe, l'époque de notre Moyen-Âge à nous, mais qui était dans le monde arabe une époque de scientifiques de premier plan, qui d'ailleurs ont nourri notre science actuelle énormément. Hein. Algèbre, c'est un mot arabe, hein, algèbre. Une grande partie, alors vous me direz, on aurait pu s'en passer, mais non, parce que là encore, plein de choses qu'on a, on ne l'aurait pas si... C'est pas là que pour nous embêter à l'école. Et une grande partie de la médecine moderne est venue des recherches du monde arabe. Et à l'époque, donc, où nous, on connaissait le Moyen-Âge, ils étaient florissants. Vous regardez les textes de l'âge d'or arabe, vous regardez les textes de latin des grands auteurs romains, et bien en fait, vous trouvez non pas une glorification angélique des agriculteurs, mais une mise en valeur des savoirs paysans. Ils vont dire, les agriculteurs de telle région ont inventé telle technique qui est très intéressante, etc. Ils vont s'appuyer sur les savoirs paysans. Vous regardez les livres à partir du siècle des Lumières sur l'agriculture, même des trucs comme Olivier de Serres, qui est souvent mis en avant dans les réseaux alternatifs parce que ce qu'il a fait est effectivement intéressant, même Olivier de Serres, c'était un petit noble qui s'est retiré sur ses terres, qui a fait des expérimentations très intéressantes, qui a écrit des livres très intéressants, mais c'était quand même, moi qui suis lettré, je vais dire aux paysans ce qu'il faut faire. C'était quand même assez condescendant malgré tout. Et cette logique-là, du savant qui sait et du paysan qui ne sait pas, c'est très très important à comprendre, parce que, moi en anthropologie je travaille notamment là-dessus, ça a conduit à perdre un certain nombre de savoirs, et ça a conduit à des manières de penser le développement qui ont amené à pas mal de problèmes. Et un des problèmes auxquels ça a conduit, ça a été la sélection standardisée des semences. Autre élément fondamental de l'agriculture conventionnelle, qui est à la frontière de la pensée réductionniste, et puis de ce côté, c'est les savants qui savent. Je ne sais pas si vous savez, vous avez sûrement entendu parler de ce qu'on appelle le terme semences améliorées. Hein, on dit les variétés améliorées. Mais déjà, oui, améliorées par rapport à quoi? Par rapport à l'époque paysanne où c'était nul, n'est-ce pas, hein? Et nous, les agronomes, nous sommes arrivés avec notre intelligence musclée et on vous a inventé des variétés améliorées, hein, quand même. C'est quand même très prétentieux comme vocabulaire. Et derrière le vocabulaire, il y a des faits. C'est-à-dire que depuis le 19e, mais surtout depuis la Seconde Guerre mondiale, les agronomes ont construit des modèles de sélection des plantes. Des modèles théoriques. On n'a pas attendu de connaître l'ADN pour le faire. Hein. On connaissait le fonctionnement des gènes en tant que transmission d'informations, bien avant de savoir sur quoi se basait cette transmission. Même avant qu'on connaisse l'ADN, on faisait déjà des modèles génétiques depuis très longtemps. Et on a inventé des modèles génétiques qui permettaient de dire, tiens, on va se focaliser sur tel caractère, on va sélectionner ce caractère, génération après génération, pour améliorer le nombre de litres de lait par vache, pour améliorer le rendement du blé, pour faire baisser la hauteur des blés, parce que si on met de l'engrais, il a tendance à verser, alors il faut qu'on fasse baisser la tige, etc. Donc, alors on a modifié complètement la façon, alors quelqu'un souffle devant le problème du gluten, je vais y revenir, mais effectivement c'est une des conséquences. On a construit des modèles qui fonctionnent, hein, mais avec énormément de zones d'ombre. On sait à peu près les caractères qu'on sélectionne, mais on ne sait pas tout ce qu'on sélectionne à côté. La génétique, c'est beaucoup plus complexe que ça. Aujourd'hui, on sait qu'un même caractère, un même segment d'ADN code pour plusieurs choses à la fois, qu'un même caractère est codé par plusieurs segments d'ADN à la fois, et que l'environnement influence tout ça. Donc en fait, c'est beaucoup plus complexe que les modèles qu'on a construits. Mais on a construit des modèles qui étaient relativement fonctionnels, et qui ont permis effectivement d'augmenter les rendements. Mais dans des modèles qui restaient complètement théoriques, et qui ne fonctionnent que s'ils sont parfaitement maîtrisés selon le modèle. Et là, on revient au problème du réductionnisme,
C'est qu'à force d'avoir réduit la réalité à un modèle, eh ben, on finit par oublier que le modèle, c'est une simplification. Parce que ces variétés qu'on a faites, notamment après la Seconde Guerre mondiale, enfin, je parle des variétés végétales, mais il y a la même chose pour les animaux, ça fonctionne, ouais, ça a des super rendements, c'est vrai. Mais l'ennui, c'est que ça a des super rendements dans des conditions contrôlées selon le modèle de l'agronome. Alors comment on fait quand on les remet dans des vrais champs, qui ne sont pas les conditions contrôlées de la sélection de l'agronome? En fait, on applique une règle fondamentale de l'agriculture conventionnelle, qui est aussi une règle de l'économie, d'après ce que je peux comprendre. Donc c'est une règle utile à connaître, ça vous servira dans beaucoup de domaines, enfin, agriculture et économie. C'est quand le modèle et la réalité ne sont pas d'accord, c'est forcément la réalité qui a tort. Donc qu'est-ce qu'on fait? Ben, on va adapter la réalité au modèle. On estime que la réalité a tort, que le modèle a raison. Et donc on va adapter la réalité au modèle. Pendant 10 000 ans d'agriculture, on avait adapté les plantes et les animaux au milieu. Depuis la Seconde Guerre mondiale, on adapte le milieu aux plantes et aux animaux. On a sélectionné des plantes et des animaux selon des modèles théoriques, et on oblige le milieu agricole à se conformer à ce modèle théorique. Donc pour ça, qu'est-ce qu'on fait? On va irriguer, parce que ces variétés n'ont de bon rendement que si elles ont de l'eau en permanence. Dans la nature, on a des plantes qui ont de très bon rendement sans être irriguées. Mais ces plantes-là, elles ont besoin d'être irriguées. Donc on irrigue. D'où les problèmes qu'on peut avoir aujourd'hui. On doit mettre des engrais en permanence. On a donc des plantes fragiles parce qu'elles sont déséquilibrées avec leur sol, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Elles sont aussi fragiles parce qu'elles n'ont pas coévolué avec le milieu dans lequel on les met en culture, donc ça les rend encore plus fragiles. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met des pesticides. Idem pour les animaux, on va mettre des antibiotiques, etc. Et donc on a une course-poursuite à la chimie pour arriver à faire fonctionner tout ça. Mais du moment qu'on met tout ça en route, ça marche. Ça fonctionne, c'est vrai. Mais attention, même par rapport au fait qu'on a pu augmenter les rendements avec ces modèles théoriques, ou par rapport au fait que ce modèle-là fonctionne dans sa globalité, attention, c'est pas parce que quelque chose fonctionne que c'est la seule chose qui fonctionne. Ça, c'est une très très grosse erreur qu'on fait très souvent et qui est typique de l'idée qu'il y a une agriculture et c'est comme ça et pas autrement. C'est on se dit ça a marché, donc c'est bien. Non, je suis désolé, parfois il y a 10 choses différentes qui peuvent marcher. C'est pas parce qu'on en a choisi une que c'est la seule qui marche. Le monde est heureusement un peu plus complexe que ça. Donc oui, ça a marché. Ça a marché à condition d'artificialiser le milieu, ça a marché à condition d'utiliser des produits chimiques qui sont faits à base de pétrole, et c'est intenable à long terme. De toute façon, un jour, il n'y aura plus de pétrole, mais même, bon. D'ailleurs, le phosphate, les problèmes des phosphates, ça vont se poser beaucoup plus tôt, d'ailleurs. Et puis, ça marche à condition d'avoir tout un tas de problèmes sanitaires, etc. Donc à un moment donné, si quelque chose qui a l'air de marcher a des problèmes, bah, rien ne nous interdit de voir s'il n'y a pas autre chose qui marcherait aussi. C'est tout l'enjeu de ce que j'essaie de vous expliquer aujourd'hui. Et dernière chose quand même pour dérouler ce système conventionnel, ce modèle conventionnel, et là vous aurez à peu près tous les éléments de compréhension, et en fait à la limite je peux presque m'arrêter là parce que il ne restera plus qu'à assembler les pièces, je vous aiderai un peu à le faire quand même, c'est ce qu'on appelle le productivisme. Vous savez ce que c'est le productivisme? Est-ce que quelqu'un se lance? C'est produire le plus vite possible, n'importe quoi au niveau de la qualité, dans le plus grand nombre possible. Alors, il y a le côté produire le plus, produire pour produire, mais en fait, strictement, c'est produire par rapport à quelque chose. On mesure par rapport à quelque chose. C'est par rapport au travail humain. Le productivisme, c'est augmenter la productivité. Et la productivité, parce que si une fois que j'ai dit ça, ça n'a pas avancé beaucoup, donc ça renvoie à la question à qu'est-ce que la productivité? La productivité, c'est le rendement par travailleur. C'est très important de comprendre ça, parce qu'aujourd'hui, on l'emploie souvent pour dire le rendement par hectare, rendement en général, production en général. C'est un abus de langage. C'est un abus de langage qui est pratique au quotidien, mais il faut s'en méfier. Parce que, strictement, productivité, c'est le rendement par travailleur. C'est un terme qui est utilisé aussi dans la mine, c'est un terme qui est utilisé aussi dans tous les domaines de l'économie, dans les usines d'automobiles, etc. La productivité, c'est le rendement par travailleur. Ça, c'est la définition stricte du mot. Si on veut parler de rendement par hectare, il faut parler d'intensif. Après, on peut dire intensif en emploi, ce qui est l'inverse de la productivité. On peut parler d'intensif en engrais, on peut parler d'intensif en énergie, tout ce qu'on veut. Mais si on dit intensif tout court, en agriculture, ça veut dire rendement par hectare. Mais productif, c'est rendement par travailleur. Alors j'insiste lourdement là-dessus, parce que ça permet de comprendre qu'il ne faut pas... Comment dire? Faut pas être dans des
dans des rejets a priori. Il n'y a pas de gros mots, il n'y a pas de mots d'ordre, de schématisme. Augmenter la productivité, c'est pas en soi un scandale. Reprenons, là je vais prendre un peu ma casquette d'anthropologue. Quand l'agriculture s'est inventée, donc de croissance fertile en Chine, en Amérique centrale, en Afrique, etc. Quand l'agriculture a été inventée, il faut bien comprendre que c'était pas forcément un progrès alimentaire au départ. Alors ça l'est devenu, hein. Aujourd'hui, avec l'agriculture, on a une qualité d'alimentation qui peut être extraordinaire. Mais au départ, c'était pas le cas. On sait par l'archéologie qu'au moment où l'agriculture a commencé à arriver dans des territoires qui n'étaient pas agricoles, les agriculteurs étaient moins bien nourris, étaient en moins bonne santé que les cueilleurs, pêcheurs, chasseurs. Pourtant, elle s'est imposée. Donc au départ, elle ne s'est pas imposée pour des raisons techniques, elle s'est imposée pour des raisons sociales, culturelles. L'agriculture, c'est une manière dont une société humaine prend le contrôle de son territoire. C'est une manière dont on prend le contrôle du vivant. On arrive au thème, la question du vivant. Les humains, nous avons une caractéristique qui n'est peut-être pas uniquement... c'est un téléphone portable là qui sonne, là, c'est ça? Je mets un peu de honte sur la personne qui a laissé son téléphone mobile allumé. L'agriculture, enfin, les sociétés humaines, je pense que vous avez tous, enfin, on a tous forcément à des moments eu des moments d'angoisse, des moments très douloureux, de conscience de la mort. On ne sait pas si on est les seuls animaux conscients de la mort, il est possible que d'autres aient cette conscience-là, il y a des indices aujourd'hui, mais ce qui est sûr, c'est qu'en tout cas, dans notre cas, c'est le cas. Ça, on le sait. Et c'est très dur à vivre. Et l'agriculture, ça a été démontré par des grands anthropologues comme Claude Lévi-Strauss, je ne sais pas si le nom vous dit quelque chose, c'est un des plus grands anthropologues du XXe siècle, qui était français, donc on peut être fier, si on est un peu chauvin, il ne faut pas l'être trop quand même, et qui a, en analysant les mythes, montré, alors ça peut se discuter, hein, c'est toujours discutable, mais c'est quand même assez convaincant, que les mythes se résument, enfin quand on examine la structure des mythes à travers le monde, même dans des sociétés qui ne sont pas agricoles, on finit par en arriver à l'agriculture. Parce que l'agriculture est un élément central d'organisation des sociétés, de prise de contrôle du vivant, qui nous permet de dépasser cette angoisse insupportable de la mort, pour schématiser. C'est aussi un moyen d'organiser des sociétés. Parce que dès que vous avez des surplus alimentaires, des surplus agricoles, vous allez pouvoir avoir des accumulations, vous allez pouvoir avoir des pouvoirs, etc. Et l'agriculture a été un outil d'organisation des pouvoirs. L'archéologie démontre, d'ailleurs je vous invite à lire un livre, je ne l'ai pas encore lu mais je sais qu'il est bon parce que j'ai lu d'autres livres de lui et je sais qu'il fait un très très bon boulot, j'ai hâte de le lire d'ailleurs, un archéologue qui s'appelle Jean-Pierre Demoule, ou Jean-Paul Demoule, enfin Demoule en tout cas c'est son nom, J.P. Demoule, qui a été longtemps président de l'Institut d'archéologie préventive et qui a fait un livre qui est sorti il y a très peu de temps, il y a quelques semaines, qui s'appelle... Je ne sais plus son nom, je ne sais plus son titre, mais cherchez, c'est sur l'histoire de l'agriculture, en fait, sur l'invention de l'agriculture, sur les siècles oubliés de l'humanité, je crois, ou un truc comme ça. Parce que c'est des trucs qu'on n'étudie pas à l'école. On démarre l'histoire avec l'écriture, quoi. On n'étudie pas l'époque de l'invention de l'agriculture, alors que c'est fondamental. Et il a montré, j'ai lu dans d'autres livres de lui et puis d'autres travaux d'archéologues, que jusqu'à l'invention de l'agriculture, les tombes, quand on examine les tombes, il n'y a pas de grosse différence. Il y a parfois des gens qui sont enterrés avec un peu plus de bijoux que les autres, mais ça reste très mesuré. C'est à partir du moment où l'agriculture est inventée qu'on commence à avoir des chefs, qu'on commence à avoir des hiérarchies, des inégalités, et qu'on a des tombes magnifiques et puis des tombes dominables. C'est là qu'on commence à avoir la différenciation sociale. Donc tout ça pour dire que l'agriculture, elle a un rôle d'abord culturel, social, psychologique, symbolique, etc. Et elle s'est imposée pour ça, parce que c'était passionnant, c'était fascinant. Et voilà. Mais, il y a quand même un petit problème. C'est que quand vous êtes cueilleur, pêcheur, chasseur, vous passez en gros 2 à 3 heures par jour en moyenne pour vous nourrir. Le reste du temps, vous pouvez sculpter, dessiner dans les grottes, vous balader, etc. Quand vous êtes agriculteur, vous bossez toute la journée. Donc comment est-ce qu'on fait pour avoir du temps libre pour faire autre chose ? Eh bien, il faut augmenter la productivité. Donc augmenter la productivité, avoir l'idée du productivisme, c'est tout à fait normal. On a eu besoin que l'agriculture soit productiviste, et elles l'ont toutes été, d'une manière ou d'une autre. Parce qu'il fallait bien libérer des bras, libérer des humains, ou libérer du temps pour faire autre chose. Donc on mécanise, on améliore la productivité,
pour pouvoir avoir du temps pour faire autre chose. C'est grâce à ça qu'on a pu libérer des bras pour construire les premières cités-États. C'est comme ça qu'on a pu libérer des bras pour faire des guerres, malheureusement. Ça, on aura peut-être plus en privé. C'est comme ça qu'on a libéré des bras pour construire les pyramides. Évidemment, il fallait énormément de monde pour construire les pyramides. Heureusement qu'il y avait d'autres personnes qui pouvaient les nourrir. C'est comme ça qu'on a libéré des bras pour faire encore plein de guerres, je pourrais le redire souvent, ça. Pour construire les cathédrales, c'était une époque d'abondance en Europe. C'est une époque où l'Europe avait repris une phase d'expansion et d'abondance, oui, d'une certaine manière. Même si après, avec la peste noire et la guerre de 100 ans, ça a basculé. Mais c'est comme ça qu'on a libéré des bras pour faire la révolution industrielle, pour reconstruire l'Europe après la guerre. Pour aller pointer à Pôle emploi. Bah oui. Tout le problème est là. Le productivisme, jusqu'à récemment, c'était pas un gros mot du tout. Le productivisme, au XXIe siècle, dans un monde de chômage de masse, c'est non seulement un contresens historique, mais c'est criminel. C'est criminel. Quand vous avez des gens en Afrique, là où j'ai bossé, qui, parce que on leur propose plus de travail dans l'agriculture, se retrouvent à aller mourir de faim dans les bidonvilles de Cotonou ou de Dakar. Vous savez, quand les touristes, quand ils vont à Dakar, quand ils demandent à visiter la ville par un taxi, ils ne voient pas les bidonvilles. Hein. Les taxis sont, plus que donner le mot, c'est une règle, ils vont montrer les endroits un peu pauvres, pseudo-bidonvilles, c'est juste les quartiers des classes moyennes. Hein. Jamais ils emmènent les Occidentaux dans les bidonvilles. Moi, je suis allé dans les bidonvilles, non pas de Dakar, mais de Cotonou. C'est autre chose, quoi. Et si vous allez dans les favelas au Brésil, vous connaissez peut-être un peu par le cinéma, voilà, on envoie des gens mourir de faim. Donc à un moment donné, quand on envoie les gens au chômage, encore en Europe, on arrive encore à survivre pour aller au chômage, mais il y a des pays où on ne survit pas au chômage. Donc dans ce monde-là, vouloir continuer à augmenter la productivité, ça devient criminel. Donc c'est ça le problème. C'est pas un mauvais en soi, il faut juste à un moment donné se reposer les bonnes questions, ce que j'essaye de faire là. Arrêter de juste reproduire un modèle parce qu'il a fonctionné, et se dire que c'est pas parce qu'il a fonctionné à 50 ans qu'il fonctionne aujourd'hui. Et que ça, c'est pas honteux, on a le droit de s'être trompé, on a le droit de faire quelque chose qui était valable à une époque qui n'est plus aujourd'hui. Il faut toujours se reposer la question, mais au fait, pourquoi est-ce qu'on le fait? La mécanisation pour améliorer les conditions de travail, ça, c'est une fumisterie. Vous croyez vraiment que les chefs de guerre, que les rois, que les grands seigneurs, vous croyez vraiment qu'ils se souciaient des conditions de travail des esclaves? Qu'ils se souciaient des conditions de travail des serfs? La seule chose qui les préoccupait, c'était d'augmenter la production par travailleur, c'est tout. Il se trouve que ça a amélioré les conditions de travail dans un certain nombre de cas. Tant mieux. Mais il ne faut pas se tromper, ce n'était pas leur but. C'est un effet collatéral, positif. Donc, la mécanisation, pour améliorer les conditions de travail, moi je dis, ok. En maraîchage, il est urgent de mener des recherches pour améliorer les conditions de travail en maraîchage. Mieux mécaniser le maraîchage, c'est une urgence aujourd'hui. C'est scandaleux que les maraîchers se cassent le dos pendant toute leur carrière. En revanche, la surmécanisation pour avoir des tracteurs immenses qui vont permettre, puisqu'on est en culture pure, donc une seule plante par parcelle, en plus c'est des clones, hein, en quelque sorte. Hein. Dans un champ de blé, tous les épis de blé sont génétiquement identiques. Donc ils ont tous les mêmes maladies au même moment. Donc qu'est-ce qu'on fait? On met tout ça en rang, tracteur de plus en plus gros, charrue de plus en plus large, pulvé de plus en plus large, on passe tout d'un coup, c'est pratique, on coupe les haies, on arrase les talus, on comble les fossés, on va labourer jusqu'au ras de la route quand on peut. J'en ai vu qui sont passés pas loin de labourer la route, vraiment, visuellement. Et puis, ouais, sauf que si c'est ça le but de la mécanisation, je vois pas l'intérêt. L'intérêt, c'est d'améliorer les conditions de travail, là oui. Mais faire de plus en plus grand pour ensuite agrandir les fermes et envoyer une partie des agriculteurs au chômage parce qu'ils ne peuvent plus vivre sur des petites fermes, le gain pour la société, il n'est pas vraiment visible. Hein. Mais tout ça, ça fonctionne. Ça fonctionne vraiment super bien ensemble. Culture pure, chimie, surmécanisation, tout ça, ça va très bien ensemble. Et ça fonctionne. Et ça donne la diapo que je vous ai montré tout à l'heure. Après, ça donne aussi quelques petits problèmes. Je ne vais pas m'étendre dessus, mais bon, vous êtes un peu au courant des problèmes des pesticides, je pense. Aujourd'hui, je pense qu'il n'y a plus personne de sérieux qui ose nier les dangers, le problème sanitaire extrêmement grave que ça fait courir à la société, mais aussi à l'environnement.
Si aujourd'hui on connaît la 6e extinction massive d'espèces de l'histoire géologique de la Terre, la précédente c'était celle où il y a eu l'extinction de la plupart des dinosaures, j'ai bien la plupart, hein, tous les dinosaures ne sont pas disparus. Hein. Si vous avez des poules, c'est des dinosaures. Hein. C'est fou, ça peut paraître fou, mais les oiseaux ce sont des descendants des dinosaures. Donc tous les dinosaures n'ont pas tout à fait disparu. Mais bon, par simplification, on dit la période d'extinction des dinosaures. Bon, la précédente, c'était à cette époque-là. Vous voyez, c'est un peu ancien quand même. On est en train de vivre à nouveau une période d'extinction massive des espèces, à cause des humains. Mais c'est pas seulement parce qu'on tue les animaux, c'est aussi et d'abord parce qu'on détruit leur milieu, et parce qu'on détruit leurs conditions de vie. Et l'omniprésence des pesticides dans l'environnement en est une des causes majeures. Je crois qu'aujourd'hui, on commence à le comprendre avec les insectes, et en particulier les abeilles, les pollinisateurs. On sait bien que le déclin dramatique des abeilles et des insectes en général est dû aux pesticides. Je ne sais pas si... bon, la plupart d'entre vous, vous êtes trop jeunes pour avoir connu l'époque, mais je peux vous dire que quand on l'a connu, c'est flagrant. Il y a eu une époque, il y a eu l'habitude, quand on prenait la route, jusqu'à il y a une vingtaine d'années ou une quinzaine d'années, quand on prenait la route, quand on faisait un long trajet en bagnole, et ben on s'arrêtait plusieurs fois pour nettoyer le pare-brise, parce que rien que le jet et les essuie-glaces ne suffisaient pas à nettoyer, tellement on avait d'insectes qui s'écrasaient sur le pare-brise et qui encrassaient complètement le pare-brise. Aujourd'hui, on peut faire un trajet de 600 km sans avoir à s'arrêter une seule fois, et on a peut-être 2 fois à passer un petit coup d'essuie-glace, c'est tout. C'est monstrueux, quoi. La quantité d'insectes qui a disparu depuis, quoi. Donc à un moment donné, il faudra peut-être qu'on réfléchisse, quoi. Et il faut savoir que les pesticides ne sont pas seulement présents dans l'eau, ils sont présents dans l'air aussi. Hein. Et les engrais aussi. Je vais quand même en dire 2 mots, parce que moi, ça me concerne. J'habite en Bretagne. Mais ici, ça peut vous concerner aussi un peu. C'est que les épandages d'azote chimique de synthèse ou de lisier sont une des causes essentielles des pollutions par les particules fines. À l'exception du pic de pollution qu'il y a eu cette année, au printemps, je ne sais plus très bien quand, qui là, pour le coup, était lié à des problèmes de fumée, essentiellement. Mais sinon, depuis 3 ans, tous les pics de pollution, je les ai vérifiés, hein, à part un cette année, depuis 3 ans, toutes les périodes de pics de pollution dont parlaient les infos, c'était des pics de pollution au nitrate d'ammonium. Le nitrate d'ammonium, c'est le résultat de la combinaison des oxydes d'azote issus des voitures, d'accord, problème des voitures, et de l'ammoniac issu de l'agriculture. Il n'y aurait pas eu les épandages massifs d'azote sous forme engrais chimiques ou lisier, il n'y aurait jamais eu les pics de pollution qu'il y a depuis des années. Et c'est pas seulement à Paris, on parle de Paris dans les médias. Mais moi qui habite en Bretagne, je peux vous dire c'est pas compliqué. Hein. Dès qu'il parle d'un pic de pollution à Paris, je sais qu'il faut que je ferme les fenêtres. Hein. Parce que sur les cartes de pollution, on se rend compte que c'est tout l'est de la France qui est rouge. Même si les médias ne parlent que de Paris, malheureusement. Et c'est dû aux lisiers. Ça tombe pile au moment où on épand massivement les lisiers, où on fertilise les cultures, etc. Donc, bon. Mais je passe là-dessus. Il y a quand même un autre truc qui est fondamental. Mais vraiment, alors là, jusqu'ici, là, tout ce que je vous ai dit jusqu'ici, c'est de la rigolade. Il y a un truc à mémoriser. Pourquoi est-ce qu'on mange ? Sinon on meurt, mais pourquoi est-ce qu'on a besoin de manger pour pas mourir ? Pour avoir de l'énergie. Il y a 3 choses dans le fait de manger. Il y a une chose quand même qui est importante à savoir. J'aime bien ne pas séparer quand même tout l'aspect technique et l'aspect anthropologique, parce qu'on est des humains quand même avant tout. C'est que, là encore, je prends ma casquette d'anthropologue, les paléoanthropologues ont montré, là maintenant ça fait consensus, que l'humain a pu se développer en tant qu'humain, c'est-à-dire évoluer du primate vers ce qu'on appelle un humain, avec un cerveau plus développé, une station debout, etc., uniquement parce qu'on vivait en société. C'est fondamental, on n'aurait jamais pu devenir humain, développer des enfants qui naissent à ce moment-là, qu'on doit élever ensuite alors qu'ils ne marchent pas encore. Hein. Je ne sais pas si vous avez remarqué, mais on est les seuls animaux dont les enfants ne marchent pas, les seuls mammifères dont les enfants ne marchent pas très vite après la naissance. Tous ces éléments-là ont pu se développer, donc ce qui a permis de développer des cerveaux plus gros et l'intelligence qu'on peut porter en étant debout et tout, parce qu'on vivait en société. C'est fondamental. La vie en société fait partie de la définition même de l'humain. Un humain qui vit pas en société, c'est un contresens, ça n'existe pas. Enfin, ça peut exister ponctuellement, mais on ne vit pas longtemps comme ça. Or, le repas, c'est un moment de partage. Et c'est fondamental. Dans une vie en société, il faut des moments de partage et de convivialité. Donc un repas partagé, c'est un des éléments qui nous constitue en tant qu'être humain. Donc la prochaine fois que vous mangerez un bon repas avec vos amis, dites-vous que vous êtes en train de faire ce qui vous constitue fondamentalement en tant qu'être humain. C'est quand même pas mal. Donc n'hésitez pas à y prendre un grand plaisir. Après, il y a 2 rôles biologiques dans l'alimentation. Il
Il y a un rôle qui est celui d'apporter les briques du vivant, les éléments minéraux, mais ça, c'est pas très compliqué. Avec une alimentation équilibrée, et on sait faire aujourd'hui, on n'a pas besoin de manger beaucoup pour avoir l'ensemble des éléments constitutifs. À condition, bien sûr, vous le savez bien, de manger 5 fruits et légumes par jour. Hein. Attention. Et des produits laitiers, mais pas forcément trop non plus, parce que là-dessus, bon, ça se discute. Et voire, on peut d'ailleurs ne pas en manger. Mais le facteur le plus limitant, c'est l'énergie. Les rations alimentaires, elles sont calculées en kilojoules, théoriquement. Enfin, tout le monde dit encore calories, mais on va dire kilojoules, mais c'est pareil, de toute façon. Joule ou calories, dans les deux cas, c'est une unité d'énergie. Donc c'est bien ça qui est le facteur limitant de l'alimentation. Pourquoi ? Parce qu'on est des animaux, on n'est pas des végétaux. Les végétaux, ils récupèrent leur énergie du soleil. La source de la vie sur Terre, c'est le soleil. Toute la source de l'énergie sur Terre, c'est le soleil. L'hydroélectrique, ça vient du soleil, puisque si l'eau ne s'évaporait pas, elle ne risquerait pas de retomber et de s'écouler. Le vent, c'est grâce au soleil. Le pétrole, c'est grâce au soleil, puisque c'est des végétaux qui se sont fossilisés. Le charbon aussi. Donc la source de l'énergie sur Terre, la source de la vie sur Terre, c'est le soleil. Or, les champignons et les animaux ne savent pas, ne peuvent pas utiliser l'énergie solaire. Donc ils sont obligés d'aller chercher leur énergie ailleurs. Et en particulier, qu'est-ce qu'on fait ? On mange les végétaux, on mange les animaux. Alors la question de manger des animaux, il faut quand même que j'en dise deux mots, c'est l'occasion, parce que je trouve que c'est toujours important. La question de manger des animaux peut se discuter. Le fait d'être omnivore, ça veut dire qu'on peut tout manger. Ça ne veut pas dire qu'on doit tout manger. Je ne pense pas que vous mangiez tout, hein. Enfin, j'espère pour vous. On choisit ce qu'on mange. C'est culturel, c'est personnel, etc. Pour avoir une alimentation équilibrée, on n'a pas besoin de manger de viande. Ce n'est pas une nécessité. On peut faire sans. Il faut faire plus attention, mais on peut faire sans. Donc, être végétarien, ne pas manger d'animaux, c'est quelque chose de tout à fait possible, tout à fait respectable, et je vais même dire d'admirable. Pour moi, d'un point de vue éthique, philosophique, c'est la démarche la plus élevée. Je le dis d'autant plus facilement que moi, je mange de la viande. Pas beaucoup, mais j'en mange. Parce que culturellement, j'en ai besoin. J'ai grandi dans cette culture-là, je ne peux pas m'en passer. Je pourrais si je devais, mais j'en mange. Mais pas beaucoup. Et ça me gêne de plus en plus, mais ça fait rien. J'y prends plaisir, donc au moins, je sais pourquoi je le fais. Mais ne pas en manger, c'est la moitié de l'humanité est végétarienne. Hein. Vous savez peut-être pas, mais la moitié de l'humanité est végétarienne. Même la majorité, en fait, c'est plus de la moitié. Hein. Si, en Asie, quasiment, la grande majorité des Asiatiques sont végétariens, et ils constituent à eux seuls une grande partie de l'humanité. Et donc, c'est tout à fait admirable, et c'est sans doute un objectif à atteindre. Pour moi, c'est complètement différent de la question de l'élevage au niveau agronomique. D'un point de vue agronomique, le fait qu'il y ait des animaux, aujourd'hui, je ne sais pas comment m'en passer, je ne sais pas comment faire autrement. Je ne sais pas si vous avez déjà essayé de brouter de l'herbe. On peut s'y amuser, mais on ne va pas aller très loin avec ça. Notre système digestif, ça a l'air de rien, mais c'est vachement important de comprendre ça. Vous le savez intuitivement, vous savez parce que vous l'avez appris un peu, mais c'est vraiment important de l'avoir en tête. Notre système digestif à nous, il est fait pour tirer l'énergie de l'amidon, de la dissociation de l'amidon. Les herbivores, qu'ils soient ruminants ou pas ruminants comme les chevaux, les herbivores tirent leur énergie de la cellulose. Nous, on ne sait pas tirer notre énergie de la cellulose. Donc les prairies, nous, on ne peut pas les valoriser. Or, les prairies sont les milieux les plus riches en biodiversité aujourd'hui. En Europe. En Europe, hein. Parce qu'en Amérique latine, enfin en Amazonie, en Afrique centrale, c'est sûrement pas les prairies qui sont les plus riches en biodiversité. Il faut arrêter de toucher à la forêt tropicale et équatoriale. Mais en Europe, les milieux les plus riches en biodiversité, c'est les prairies. Et de toute façon, c'est des milieux différents. Il faut des milieux différents dans un écosystème. Donc on a besoin de prairies. Le bocage breton, qui est de plus en plus remplacé par du maïs malheureusement, mais les prairies d'altitude dans les Alpes, les prairies humides un peu partout en France, les steppes kazakhs et mongoles, les toundras lapones, les savanes africaines. On ne va pas mettre tout ça en culture. À un moment donné, il faut bien sauvegarder ces milieux naturels extrêmement riches et spécifiques. Donc il faut des animaux pour les manger. Ils ne peuvent être entretenus que s'il y a des animaux qui les mangent. Il se trouve qu'en Europe, on a exterminé, enfin nos ancêtres, nous on en est plus responsables depuis longtemps, nos ancêtres, pendant les périodes interglaciaires, ont exterminé l'ensemble de la mégafaune sauvage qu'il y avait en Europe. La faune qui reste aujourd'hui en Europe est beaucoup trop petite pour entretenir des prairies. C'est pas possible. Même les cerfs qu'on a en Europe, ils sont beaucoup trop petits pour entretenir mieux que juste des clairières, des forêts un peu aérées, c'est tout.
ils ne permettront pas d'entretenir des prairies en tant que telles. Donc si on veut entretenir des prairies, on a besoin, les chevaux, c'est ce qui se rapproche le plus de la mégafaune d'autrefois, des vaches, des moutons, des chèvres, enfin voilà. Donc puisqu'on veut entretenir les prairies et s'il faut bien des animaux qui les mangent, après, la question de manger des produits des animaux ou les animaux, ça c'est une question ensuite philosophique. Mais d'un point de vue agronomique, moi je ne vois pas comment passer d'animaux aujourd'hui. Étant bien entendu qu'il faut qu'ils soient nourris selon leur physiologie, c'est-à-dire que les herbivores sont faits pour manger de l'herbe, et sûrement pas de l'amidon, aliment à base de cellulose, pas aliment à base d'amidon. Vous avez dû faire ou vous allez faire des calculs de ration alimentaire des animaux, vous savez bien que les coefficients de substitution qu'il y a quand on donne des céréales. C'est pas parce que les céréales, une fois dans le rumen, dans l'estomac, se mettent à gonfler ou je sais pas quoi. Non, c'est un coefficient de substitution qui ne fait que constater un fait, c'est que c'est très très mal digéré par les animaux. Et donc on est obligé de mettre des coefficients pour tenir compte de ce phénomène-là et que ça gêne le reste de la digestion. C'est pas bon pour les animaux, pour les ruminants. Les ruminants, ils sont pas faits pour manger des céréales, ils sont pas faits pour manger des protéagineux, ils sont faits pour manger, enfin les protéagineux aussi si c'est sous forme de cellulose, de foin, d'herbe, de paille, mais pas sous forme de tourteau de soja, sûrement pas. Après, on peut donner un peu de céréales et un peu de soja, un peu de maïs en complément, mais un peu, pas beaucoup. Mais donc, du moment que c'est fait à l'herbe, un peu d'élevage, moi je suis pas contre. Même au contraire, je sais pas comment faire autrement. Cette parenthèse est refermée, mais elle est importante, parce qu'on est en plus en plein dans la question des communs et du vivant, comment on garde un paysage, comment on garde un espace de vie qui soit équilibré et partagé. Voilà, nous on a besoin de cet intermédiaire. Donc la question fondamentale de l'agriculture, la question fondamentale de l'alimentation, c'est d'obtenir de l'énergie. Donc la question fondamentale de l'agriculture, la base de l'agriculture, le b.a.-ba de l'agriculture, la définition de l'agriculture, enfin, des agricultures bien sûr, vous m'avez compris, de la démarche agricole, c'est un transfert d'énergie. C'est ce qu'on devrait apprendre au premier cours. La première chose qui compte en agriculture, le premier rôle de l'agriculture, c'est d'optimiser un transfert d'énergie entre le soleil et nous, qui passe par les végétaux et éventuellement les animaux. C'est ça le rôle de l'agriculture. Il n'y en a pas d'autre. Après, il y a plein de sous-produits. Elle sert aussi à produire de quoi entretenir la fertilité des sols, elle sert aussi à produire éventuellement des textiles, elle sert à produire du bois si on fait de l'agroforesterie, etc. Mais d'abord, elle sert à produire de l'énergie assimilable par l'homme. Enfin, de transférer de l'énergie du soleil vers une énergie assimilable par l'homme. Vous savez combien d'unités d'énergie assimilable par l'homme est produite par une unité de pétrole dans l'agriculture des États-Unis aujourd'hui? 12. Alors, quelqu'un dit 2 ou 3, c'est raisonnable, mais c'est pire que ça. Alors, c'est pas 12, c'est 1/12e, ou en fait, plus exactement 1/8e. Ça dépend comment on calcule. Pour moi, le calcul le plus fiable que j'ai trouvé donne plutôt 8, mais c'est 8 à l'envers. C'est pas qu'une unité d'énergie fossile donne 8 unités d'énergie agricole, c'est l'inverse. C'est qu'il faut 8 unités d'énergie fossile. Aux États-Unis aujourd'hui, il faut 8 unités d'énergie fossile pour produire une unité d'énergie assimilable par l'homme. Ça veut dire que c'est beaucoup moins performant que la chasse et la cueillette. Vous croyez vraiment que ça va nourrir le monde, ce genre de modèle? C'est intenable. C'est totalement aberrant. L'agriculture d'Amérique du Nord est devenue complètement folle. Mais l'agriculture européenne prend le même chemin. Chez moi, en Bretagne, on est aussi dans un bilan négatif. Avec l'élevage hors sol, qui est un bilan complètement négatif, ou même l'élevage de vaches laitières, puisque je suis dans le premier département laitier de France, nos vaches laitières qui sont nourries à base de maïs cultivé sur place et de soja importé du Brésil, leur bilan, il est aussi négatif. En France, on s'entend encore avec un bilan un tout petit peu positif, parce que les céréales ont encore un bilan un peu positif, et tout ce qui va être maraîchage et tout ça, un bilan encore positif. Mais on est sur la mauvaise voie, on est vraiment sur la mauvaise pente. On est de moins en moins bon. Et de toute façon, on n'est même pas bon du tout, de toute façon. Donc à un moment donné, ce modèle-là, il n'est pas tenable. Donc il va falloir changer ça. C'est pas tenable, c'est tout simplement pas possible. Donc qu'est-ce qu'on va faire? Là, maintenant, je vais décliner un peu rapidement, parce que là, je vous ai donné, je pense, à peu près toutes les bases de compréhension. Ce qu'on peut faire, c'est d'aller voir ce qui se fait ailleurs. Je vous ai dit, il y a plein d'autres agricultures qui ont été inventées dans le monde. Si on allait voir comment ils font. Et d'ailleurs, c'est pas par hasard si la plupart des agronomes qui bossent sur l'agriculture bio, l'agroécologie, etc., ont commencé par bosser à l'étranger. C'est vrai de quasiment tous ceux qui ont écrit des bouquins.
Et c'est vrai de la plupart, par exemple, des salariés des groupements d'agriculture bio que j'ai pu connaître. Ils ont aussi tous une expérience à l'étranger avant. C'est pas un hasard, parce qu'on a appris à regarder autrement. Par exemple, là, au Bangladesh, alors c'est une région qui a été complètement transformée par la colonisation britannique, faut pas se leurrer, leur agriculture n'est plus du tout une agriculture traditionnelle. Mais il y a des endroits où ils essayent de retrouver des agricultures, des systèmes anciens. Par exemple, ils ont quand même un truc, c'est qu'ils ont recréé une grande mosaïque de cultures. Là, vous voyez, vous avez du riz, mais vous avez aussi des légumes. Je ne sais pas trop où, là, on ne voit pas très bien, mais je sais que je vais vous montrer après, on a plein de légumes dans ces systèmes-là. Vous avez de la canne à sucre et du jute, derrière. Vous avez des bananiers. Alors, ce qui est génial, c'est que dans ces coins-là, les bananes, en 2 ou 3 ans, les bananiers ont poussé, on a récolté des bananes, on coupe et on fait autre chose. Vous savez combien ils font de récolte par an, là-bas? La parcelle représente combien d'hectares? Oh ben, c'est vraiment tout petit. Là, c'est des chèvres, ce que vous voyez. Vous voyez l'échelle, ça, c'est des chèvres. Là, ça doit être un humain qu'on voit. Et encore, je suis même pas sûr. Donc, donc, vous savez combien on fait de récoltes là-bas? 3. En fait, c'est 2 ou 3 selon les régions en Asie. Là, en l'occurrence, c'est dans le delta du Brahmapoutre, qui est en gros les terres les plus riches du monde. Donc, ils ont de l'eau, ils ont de la chaleur, ils ont des terres riches, donc ils font 3 récoltes par an. Ça veut dire qu'ils font pas riz en permanence. Vous imaginez qu'ils fassent que du riz 3 fois de suite tous les ans? C'est pas possible. Donc, il faut arrêter de penser que la civilisation du riz, c'est basé sur le riz. Oui, le riz, c'est ce qu'on appelle la pâte, c'est l'élément de base de l'apport d'amidon, donc d'énergie. Mais autour du riz, il y a plein d'autres cultures. Il y avait plein d'autres cultures traditionnellement, et notamment des légumes. Et puis, même quand ils vont faire du riz, là, vous voyez, là encore, je ne vais même pas m'amuser à essayer de calculer, parce que c'est vraiment des toutes petites parcelles, parce que là, vous avez toujours les chèvres, là. Vous voyez, là, des limitations de parcelles de couleurs différentes, c'est des variétés différentes. Donc même quand ils font du riz, ils ne font pas une variété sur des grandes surfaces, ils font plein de petites parcelles avec des variétés différentes. Dans ce coin-là, ils ont une 40aine de variétés par village. Imaginez que cette variété-là, elle est plus adaptée aux années plus sèches. Celle-là, elle est plus adaptée aux années plus humides. S'il fait sec cette année-là, bon, c'est vrai que cette variété-là ne va pas donner beaucoup, mais cette variété-là va donner plein pot. Donc c'est bon, il y aura de quoi manger. Et vice-versa. Et évidemment, comme c'est plus que juste sec ou pas sec, ils ont dit une 40aine de variétés différentes correspondant à des milieux différents, à des conditions différentes. Ils couvrent tous les cas de figure. Et c'est une assurance tout risque. Il faut vraiment comprendre ça. Une fois qu'on a calibré le système à un niveau où la moins bonne année nous nourrit, on ne prend pas de risque. S'il y a certaines parties des parcelles qui vont rien donner, c'est pas grave, parce qu'ils auront au moins le minimum pour se nourrir. Par contre, ils vont pas spéculer. Ils vont pas s'amuser à dire « Ah ben je vais faire la variété bien adaptée aux années sèches parce que je parie que l'année va être sèche. » Ah non, s'ils font ça avec l'année humide, là ils sont très mal. Ils vont pas s'amuser à faire ça. Mais après, on peut aller encore plus loin. Là, dans cette parcelle, vous avez 13 cultures. Vous aviez 13 cultures en même temps. Alors là, j'étais débutant à l'époque, c'était il y a plus de 20 ans. J'ai pas pensé à revenir prendre la photo de la même parcelle. Pourtant, je suis resté longtemps là-bas, mais j'aurais dû revenir quelques mois après, prendre une photo de la même parcelle, parce que je suis sûr que... Enfin, et puis surtout aller compter. Je suis sûr qu'il y avait plus que 13 cultures quelques mois après, parce que là, on était encore en début de saison des pluies. Mais déjà, il y avait 13 cultures. Imaginez, là, vous avez... Alors, zut, j'ai pas appuyé sur mon truc. Ici, là, à droite, vous avez, on va dire que c'est un maïs. J'avoue qu'avec le recul et avec une photo qui n'est pas d'une qualité extraordinaire, entre maïs et sorgho, c'est pas toujours très évident de reconnaître à ce stade-là. Mais a priori, c'est du maïs. Ici. Vous avez un autre maïs, ici. Une maladie qui est adaptée au maïs qui va et qui va s'installer là. Avant de pouvoir rejoindre un autre pied de maïs, elle va devoir traverser toute une jungle de cultures différentes. Toute une jungle qui, pour elle, n'est pas viable. Autrement dit, la maladie va avoir beaucoup de mal à se déplacer. Imaginez un champ de maïs où vous n'avez que du maïs côte à côte. Une maladie qui arrive à un bout, elle a un peu comme qui dirait un boulevard pour aller à l'autre bout. Vous voyez la différence? Donc, vous avez infiniment moins de problèmes de maladie avec des cultures associées. Vous avez aussi, donc c'est ce qu'on appelle les cultures associées, plusieurs cultures en même temps sur la même parcelle. Vous avez des légumes, vous avez des tubercules qui vont utiliser le sol, c'est pour ça qu'on fait des buttes pour avoir un sol un peu plus épais là où on a des tubercules. Mais on a des céréales, on a des légumineuses. Vous connaissez les légumineuses? Alors pour ceux qui ne connaissent pas, les légumineuses, c'est des plantes qui ont la capacité à fixer l'azote atmosphérique grâce à une symbiose bactérienne au niveau de leurs racines,
et donc à capter l'azote atmosphérique et à le fixer sous forme d'azote organique, non pas minéral soluble, mais organique, lié à l'humus dans le sol, qui va ensuite être libéré quand il faut par la vie du sol. Donc quand vous avez des légumineuses, ben, vous n'avez pas de problème de fertilité d'azote, de fertilisation en azote. La question en agriculture ne doit surtout pas être de dire comment est-ce qu'on assure la fertilisation du sol. Ça c'est un mot, je vous invite à bannir la notion de fertilisation du sol. La question qu'on doit se poser, c'est la question de la fertilité du sol. C'est-à-dire comment le sol renouvelle sa fertilité. Pour une grande partie, il la renouvelle tout seul. Parce qu'il faut la renouveler, hein. Quand on exporte des fruits, des feuilles, etc., on emmène des éléments minéraux. Donc c'est évident qu'il faut ramener d'autres. Sinon, le sol va s'appauvrir. Mais il ne faut pas forcément les ramener. L'azote, vous vous souvenez combien ça représente dans l'air? L'azote, c'est en gros, en arrondissant, c'est 80% de l'air. On respire de l'azote en permanence depuis tout à l'heure, et depuis qu'on est né. Et on va continuer. C'est la composante essentielle de l'air. C'est une ressource illimitée. En plus, c'est un cycle ouvert. De toute façon, après, dans le cycle, ça redevient gazeux. Donc, ça retourne à l'air. Donc, il n'y a pas de souci. Donc, l'azote, c'est une ressource absolument illimitée. Vous mettez des légumineuses dans une parcelle, vous avez réglé le problème de la fertilité en azote. Il n'y a pas besoin d'apporter une fertilisation en azote. Si on vous dit qu'il faut apporter de l'azote au champ, je m'excuse, c'est soit de l'incompétence, soit de la malhonnêteté. On n'a pas besoin d'apporter de l'azote aux plantes. On a besoin d'assurer qu'il y ait de l'azote dans le sol. Alors, une solution de facilité peut être de l'apporter sous forme chimique, mais une solution bien plus intelligente, c'est de l'apporter sous forme de légumineuse. Alors il y a un autre truc qui est génial avec les cultures associées, c'est si on a, alors un truc qu'il y a dans cette parcelle, mais j'avais mal cadré, parce qu'à l'époque je n'avais pas compris personnellement l'importance, c'est un outil qui est super important, qu'on sait très bien utiliser en Afrique, en Amérique latine, pas mal en Asie aussi, beaucoup moins en France, en Europe. En Europe on l'a complètement méprisé. Je vous ai donné un indice tout à l'heure, je l'ai cité tout à l'heure, c'est l'arbre. Bon, je trichais un peu en disant un outil pour vous envoyer sur de fausses pistes. L'arbre, c'est un outil formidable pour la fertilité. Parce que l'arbre, il est capable d'aller récupérer le potassium en particulier, le phosphore aussi plus ou moins, au niveau de la roche-mère, en profondeur, et il le restitue à l'ensemble des couches du sol par la redescente de sève en hiver, parce que le potassium n'est pas exporté, par la chute des feuilles, par la chute des brindilles, etc. Donc l'arbre assure un renouvellement permanent de la fertilité du sol en potassium. Pour ce qui est du phosphore, l'arbre peut jouer un rôle aussi. Un certain nombre de cultures permettent de rendre disponible aux plantes du phosphore qui ne serait pas disponible. C'est le cas du sarrasin, par exemple. En Bretagne, on a une super culture qui est le sarrasin. Je vous invite à cultiver du sarrasin. D'autant qu'on n'en a pas assez en Bretagne, donc ça ne me dérangerait pas qu'on en importe de la région centre. Et ça vaudrait mieux qu'importer de Chine, comme c'est le cas aujourd'hui. Juste, je dois faire la pendule. Oui. Voilà, donc je te le dis. Il est par 1h05. rapport à- Ça fait 1h05. D'accord. Et donc je disais, oui, le sarrasin c'est très bon, mais pour compléter complètement le cycle du phosphore, c'est plus facile avec les animaux. Là on revient à ce que je disais tout à l'heure, les animaux sont quand même utiles. Avec du compost, on arrive quand même plus facilement à gérer le cycle du phosphore. Donc aujourd'hui, je préfère avoir des animaux à disposition quand je dois gérer un sol. Après, il y a plein d'autres avantages des cultures associées, je vais passer rapidement, mais il y a un avantage qui est, outre le fait de servir de tampon entre les maladies, c'est aussi un lieu de vie de ce qu'on appelle les auxiliaires des cultures. Vous connaissez le terme. Pour ceux qui ne sont pas du milieu agricole, il y en a peut-être quelques-uns. Les auxiliaires des cultures, c'est ce qu'on appelle les prédateurs des parasites, de certains parasites, par exemple les coccinelles. Les coccinelles qui vont manger les pucerons, on appelle les coccinelles, c'est des auxiliaires, c'est des insectes auxiliaires. Et donc, quand vous avez une multiplicité de végétaux dans une parcelle, et notamment des haies, vous allez avoir des plantes qui vont servir d'abri aux prédateurs des parasites d'autres plantes. Pas de la même plante, hein, d'autres plantes. Donc elles se protègent mutuellement grâce à ça. Bon, l'histoire des plantes qui se protègent mutuellement dans le jardin, c'est vrai parfois, mais c'est un peu compliqué à gérer. Autre avantage des cultures associées, c'est que dans un monde où il y a de plus en plus de cyclones, donc de tempêtes tropicales, parce qu'on voit le côté cyclone, on oublie que derrière un cyclone, il y a une très très grande surface où ça devient ensuite une tempête tropicale. Bon, là où il y a un cyclone, les arbres sont souvent arrachés. Pas tous, cela dit. Mais là où c'est une tempête tropicale, les arbres protègent le reste des cultures. Donc quand vous avez une multiplicité d'étages d'arbres, d'arbustes et de cultures, vous avez une stabilité du sol et une résilience face aux incidents climatiques qui est considérablement plus importante. Et puis ça va éviter l'érosion parce que ça va couvrir le sol, ça va éviter que les pluies violentes des milieux tropicaux, et je peux vous dire que c'est quelque chose en termes de violence des pluies. Nous on ne tient pas dessous,
Et le sol ne tient pas dessous non plus. Hein. Donc ça veut dire que si vous n'avez pas une couverture permanente du sol, vous avez une érosion terrible. Donc il faut arriver à avoir des... Donc c'est un des gros intérêts des cultures associées. Et puis il y a un autre intérêt, il y en a plein, mais je vais passer. Vous voyez quoi là? Je ne demande pas de me dire ce que c'est de façon analytique, parce que de toute façon c'est écrit à droite, donc c'est pas ça le souci. Je vous demande visuellement qu'est-ce que vous voyez là? Des lignes, mais surtout... La terre à nu. Ah bah voilà, on voit de la terre. On voit des lignes de maïs et 2/3 de terre nue. C'est en juin, en Bretagne. En juin, il se passe quoi au niveau astronomique? C'est très chaud. Le solstice d'été. C'est le moment où, premièrement, les journées sont les plus longues, donc la durée pendant laquelle des rayons du soleil arrivent est la plus longue. Et en plus, l'inclinaison de la Terre fait que c'est le moment où l'incidence des rayons est la plus énergétique. Vous savez bien qu'il fait plus chaud en été qu'en hiver. Donc c'est le moment où on a le plus d'énergie solaire à récupérer. Et c'est le moment où on en fait tomber les 2/3 sur du sol nu. Vous croyez vraiment que d'un point de vue agronomique, c'est intelligent ça? C'est totalement absurde. C'est vraiment un non-sens agronomique. Que des générations d'agronomes aient pu préconiser de faire du maïs en culture pure, ça me laisse pantois. En Bretagne. Pas qu'en Bretagne, le maïs est cultivé en culture pure partout malheureusement. Et, sauf là où il a été inventé, c'est-à-dire en Amérique latine. Le maïs, il vient pas du croissant fertile, c'est pas une céréale qui était faite pour être cultivée en culture pure. Le maïs, il vient d'Amérique latine, il a été cultivé, il a évolué à partir d'une plante sauvage en étant en permanence en association avec d'autres plantes. Il est fait pour être en association avec d'autres plantes. Et on va avoir par exemple, dans ce qu'on appelle la milpa, un système où on va avoir de la courge entre les rangs et le maïs ensuite. L'avantage, c'est que la courge, là-bas, parce que ça ne marcherait pas ici, et ici il faut inventer autre chose, parce que ici la courge ne pousserait pas plus vite que le maïs. Mais dans ces régions-là, la courge va se développer avant le maïs, donc va couvrir le sol tant que le maïs est petit, donc va récupérer les rayons du soleil, donc va fournir de l'aliment grâce à ça. Et une fois que le maïs se développe davantage, soit on récolte, soit on laisse la courge, enfin après on gère, puis là ils mettent aussi du haricot en fait. L'avantage c'est que le haricot c'est une légumineuse qui va donc apporter de l'azote, et le maïs sert de tuteur au haricot, donc tout ça, ça marche très bien. Et ça peut même être mécanisé, hein, c'est pas forcément manuel, on peut trouver des solutions pour mécaniser ça. Il y a des gens qui cherchent à le faire en France aujourd'hui. Et le truc c'est que la courge va pas marcher chez nous. En Afrique par exemple, ce qu'ils ont inventé, c'est de mettre de l'arachide entre les rangs de maïs. On met de l'arachide pendant que le maïs est tout petit, qui couvre l'inter-rang. On récolte l'arachide quand le maïs commence à se développer, et ensuite il n'y a plus d'arachide, mais on s'en fiche, parce qu'une fois que le maïs est développé, c'est bon, il récupère tous les rayons du soleil, c'est bon. C'est juste la période où il est petit qui pose problème. Et donc il faut qu'on invente des choses. Et par exemple, ne serait-ce que de mettre du trèfle, que de semer le maïs dans du trèfle par exemple, déjà, d'un point de vue agronomique, ça serait plus intelligent. Mais il faut qu'on invente des trucs. On met des haricots. Et bah, oui, mais après il y a la question de la mécanisation, de comment. Il faut aussi que le haricot il couvre le sol avant à temps. Enfin, donc il faut trouver des plantes qui sont vraiment à un bon rythme, quoi. Et l'avantage du trèfle, c'est que le trèfle il va couvrir tôt et puis après. Dans le maïs. Le maïs, Mais ça, le haricot maïs, c'est un truc qui se développe par exemple dans le sud-ouest, enfin, qui a existé à une époque. Et il y a des groupements bio en Aquitaine, en Pays Basque en particulier, qui sont en train de travailler sur réhabiliter le système, l'association haricot maïs. Et donc tout ça pour vous dire, parce qu'il faut quand même que je conclue, que les cultures associées, ça a été démontré depuis déjà, ça fait combien de temps, ça a été calculé, plus de 40 ans, que c'est de loin ce qui a le meilleur rendement. Ce qui est le plus performant, c'est pas les cultures pures, c'est les cultures associées. Les cultures pures, c'est pas performant. On bricole, on améliore les mauvaises performances des cultures pures grâce à la chimie. Mais si on part des cultures associées, c'est complètement différent. On a dès le départ un système qui est très performant en termes de rendement, notamment pour la raison que je viens d'expliquer. On optimise les rayons du soleil. Quand on a des cultures associées, on a une bien meilleure utilisation des ressources du sol, un enrichissement permanent des ressources du sol, et une utilisation des rayons du soleil. Donc, on a plus de rendement. Ça a été démontré, et ça devrait être un b.a.-ba aussi de l'apprentissage de l'agriculture. Quand vous avez deux cultures que vous cultivez sur deux parcelles séparées, ou les mêmes deux cultures que vous cultivez ensemble sur une parcelle équivalente aux deux autres témoins, eh bien quand vous les mélangez, vous aurez toujours plus de rendement. Toujours. Ça va être entre 20 et 100% de rendement en plus selon les cas. Évidemment, plus vous avez des systèmes complexes, mieux ça marche. L'ennui, c'est que plus vous avez des systèmes complexes, plus c'est compliqué à mécaniser. Donc c'est un compromis qu'il faut trouver. Parce qu'il faut aussi, faut pas non plus tourner le dos à la mécanisation. Je dis pas qu'il faut revenir à moissonner à la faucille, hein, j'ai pas dit ça. Donc il faut trouver des solutions, il faut inventer des solutions. Mais en tout cas, l'approche agronomique de base, c'est celle-là. Et ce qui va de pair avec cette solution-là,
c'est en creux avec ce que j'ai dit tout à l'heure sur la sélection des plantes et des animaux. Il faut revenir à une sélection des plantes et des animaux qui soit en évolution avec le milieu, et non pas un truc théorique à dire d'agronome. C'est vraiment très important. Quand on vous parle de semences paysannes, attention, c'est pas des semences anciennes forcément. Il se trouve qu'on va s'appuyer sur des semences anciennes, oui, mais pas parce que l'ancien serait meilleur que le nouveau. C'est pas de la nostalgie, c'est pas du patrimonialisme, c'est pas du chauvinisme. C'est juste un truc très simple. C'est que les variétés du catalogue, puisque aujourd'hui un agriculteur n'a le droit d'acquérir une variété que si elle est inscrite sur le catalogue commun. Sinon, il n'a pas le droit d'en vendre la récolte. Un jardinier, lui, fait ce qu'il veut puisqu'il la mange, la récolte. Mais quelqu'un dont le métier est de vendre la récolte ne peut acquérir des variétés que si elles sont inscrites sur le catalogue. Les variétés du catalogue sont sélectionnées selon le mode théorique que je vous ai présenté depuis la Seconde Guerre mondiale. Elles ne sont pas évolutives, elles ont une très faible diversité génétique, elles sont toutes cousines les unes des autres. Ah oui, il y a plusieurs centaines de blés au catalogue, c'est vrai. Ils sont tous de Noé. À la fin du 19e, on a croisé tous nos blés européens avec Noé. Donc ils ont tous un ancêtre commun, ils sont tous génétiquement voisins, cousins. Donc on n'a pas de diversité génétique. Donc à un moment donné, si on veut avoir une diversité génétique et si on veut avoir une capacité d'évolution permanente, on est obligé d'aller chercher des variétés anciennes. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les variétés anciennes, elles sont intéressantes parce qu'elles sont évolutives et génétiquement diverses. Et le but, c'est pas de retrouver un truc du passé. Le but, c'est de les remettre en évolution avec le monde d'aujourd'hui. Le vivant, il n'est pas, c'est pas un souvenir. Le vivant, c'est demain, c'est maintenant. Le paysage qu'on va construire aujourd'hui et demain, c'est pas le paysage d'hier, ça sera un autre. Les variétés anciennes qu'on remet en culture aujourd'hui, elles vont pas donner exactement la même chose qu'il y a 100 ans, parce que le milieu a changé, le climat change en permanence. Donc l'important dans la notion de semence paysanne, de variété paysanne, c'est d'avoir des plantes et des animaux qui sont évolutifs, qui se réadaptent en permanence au milieu, de façon décentralisée, adaptée à tous les milieux, dans une grande diversité. Et une fois qu'on met ça en place, en fait, hop, on arrive à un truc comme ça, un organisme agricole. C'est-à-dire, on va mettre en relation l'écosystème naturel, les plantes cultivées et les animaux domestiques, évidemment, sinon on ne parlerait pas d'agriculture, et les humains. Très important de penser aussi aux humains, les besoins, les aspects culturels, les aspects subjectifs aussi, qui fait qu'on préférera tel aliment à un autre. C'est pas forcément rationnel, mais c'est comme ça, et ça fait partie de l'agriculture, il faut en tenir compte. Et donc il y a tous ces éléments-là qu'il faut remettre en relation. Ce qui est important dans ce schéma, c'est ces flèches-là, c'est les flèches bleues. Et je pourrais en mettre plein à l'intérieur de chaque catégorie d'ailleurs. C'est qu'on est dans un système de relations multiples. Autrement dit, on est dans une vision systémique ou holistique, qui est l'opposé de la vision réductionniste dont je vous parlais tout à l'heure. C'est la conscience que le tout est plus que la somme des parties. Que ce qui est important, ce n'est pas les éléments, c'est les relations entre les éléments. C'est la manière dont tous les éléments vont jouer les uns sur les autres et se transformer les uns les autres. Et en fait, cette approche-là, c'est l'approche qui va permettre... Enfin, on pourrait dire que c'est une approche qui se base notamment sur le fait de travailler avec le vivant au lieu de travailler contre le vivant. L'agriculture conventionnelle a considéré que le vivant était un adversaire et a considéré que les facteurs de production devaient être au maximum accaparés par une concentration via le productivisme qui conduit à dire on va agrandir, on va s'approprier les terres, on va s'approprier le facteur de production, les machines, etc. La vision dynamique, la vision qui est la plus performante à long terme pour la planète, c'est cette vision-là qui consiste à dire le vivant, c'est pas un adversaire, c'est un allié. Ça, c'est un renversement complet de façon de regarder le monde. Et c'est de se dire que les facteurs de production sont des biens communs et qu'on doit protéger collectivement. Le monde rural n'appartient pas qu'aux agriculteurs, le monde rural appartient à tous ceux qui y vivent. Même le citadin qui vient d'acheter une maison de campagne. Oui, même à lui, ça lui appartient aussi. Le monde vivant, le monde dans lequel on vit, nous appartient à tous parce que l'agriculture, c'est la relation entre une société et un territoire. Et une société, c'est tous ses membres, c'est pas que les agriculteurs. Et cette approche-là, forcément, je vais conclure, hein, mais cette approche-là, elle a été traduite à un moment donné, vous me voyez peut-être venir avec mes gros sabots, dans un truc qu'on a appelé l'agriculture biologique. Alors, parce que quand même, il faut bien que je vous explique un peu quelques mots. Est-ce que vous savez quand a été inventée l'agriculture biologique en Europe ? De quand date l'agriculture biologique en Europe ? Je vais plutôt le dire comme ça. Je laisse la question ouverte. Il y a 4000 ans à peu près. 4000 ans, qui dit mieux ? Depuis le début de l'agriculture ? Eh bien non. Eh bien non. Parce que j'ai bien dit en Europe.
Je vous aurais dit en Asie ou en Amérique latine, ou en Amérique, oui, l'agriculture telle qu'elle a été inventée était finalement l'agriculture biologique, parce qu'elle était basée sur ces principes-là. Mais l'agriculture en Europe, jusque récemment, elle avait des éléments qui correspondent à l'agriculture biologique, oui, mais pas que. Parce que quand on avait un système de culture pure, quand on raisonnait en culture pure, je suis désolé, mais l'agriculture biologique, idéalement, parce qu'après on fait ce qu'on peut, mais l'objectif de l'agriculture biologique, c'est d'aller vers les cultures associées plutôt que les cultures pures. La pensée, je vous ai dit tout à l'heure, la pensée scientifique européenne, jusqu'à la fin du 19e, elle était réductionniste. Fin 19e, début 20e, toutes les sciences européennes sont devenues systémiques. Ça a été le cas de la physique avec la physique quantique et la relativité d'Einstein. Ça a été le cas de la médecine avec la recherche médicale. Alors, la médecine de ville reste encore parfois un peu réductionniste. Quand vous avez un médecin qui vous dit un symptôme, un médicament, ça c'est réductionniste. Quand il commence à dire un symptôme, j'en déduis une maladie et je trouve un médicament, c'est déjà un peu plus systémique. Mais la recherche médicale, elle est systémique depuis la fin du 19e. Toutes les sciences sont devenues systémiques, sauf l'agriculture. On est resté sur cette vision réductionniste. Donc, en fait, la bio a été inventée face à ça. Les inventeurs de la bio, c'était dans les années 20-30, et en fait, c'est des gens qui ont essayé d'appliquer cette révolution systémique à l'agriculture. La Chine, par exemple, était systémique depuis toujours. C'est d'ailleurs, je ne voudrais pas vous vexer, mais il faut savoir qu'à peu près toutes les inventions qu'on a eues en Europe, jusqu'à la fin du 19e, ont eu lieu en Chine plusieurs siècles avant. On a systématiquement inventé des trucs après les Chinois, parce que la science systémique était plus performante que la nôtre. Mais la nôtre est devenue systémique, donc maintenant c'est bon, on a rattrapé le retard. Et en fait, l'invention de l'agriculture biologique, c'était une volonté d'appliquer cette révolution systémique à l'agriculture. Et on cite souvent Steiner comme inventeur de l'agriculture bio. Pour moi, c'est plus Pfeiffer qui m'intéresse, qui était un élève, si on peut dire, enfin quelqu'un qui a suivi un peu les travaux de Steiner, mais surtout qui a expérimenté. Steiner, il a beaucoup causé. Mais Pfeiffer, il a expérimenté pendant plus de 10 ans sur une ferme. Il a adapté, il a transformé. Il a publié d'ailleurs les éléments de Steiner, peut-être en les transformant. Et il a publié lui-même un livre en 1938 qui s'appelle Fécondité de la Terre. Juste après, il a fui aux États-Unis parce que Pfeiffer était allemand. Et en 1938, en Allemagne, il n'était pas trop d'accord avec ce qui se passait au niveau du régime de l'époque. Donc après, il a dû arrêter sa ferme, abandonner sa ferme puisqu'il a fui aux États-Unis. Mais en 1938, il a publié ce livre, Fécondité de la Terre, qui est le livre fondateur de l'agriculture biologique. Tous les courants de l'agriculture biologique s'inspirent de fécondité de la terre, tous. Tout ce qu'on a appelé agriculture biodynamique directement, mais aussi l'agriculture organobiologique, qui est devenue agriculture bio classique aujourd'hui, descend de fécondité de la terre. Et la définition de la bio qui donne la fécondité de la terre, c'est ça. Et même, je devrais dire, c'est ça. Parce que le terme d'organisme agricole, il l'emploie explicitement. C'est sans doute d'ailleurs de là que vient le mot agriculture biologique, enfin indirectement, puisqu'en anglais c'est devenu agriculture organique, et organique en anglais ça peut se traduire par organique ou biologique. Il y a un traducteur français, je ne sais pas pourquoi, qui a fait le mauvais choix, qui a traduit ça par agriculture biologique. On aurait dû appeler ça agriculture organique. Et l'autre très important, ça a été un anglais qui s'appelait Sir Albert Howard, d'ailleurs je crois que c'est lui le premier qui a utilisé le terme d'organique agriculture, et qui, c'est pas un hasard, était un agronome, un botaniste et agronome qui a bossé 30 ans en Inde, et qui a fait la synthèse entre les savoirs occidentaux, parce qu'il ne faut pas négliger nos savoirs occidentaux, hein. Ils sont intéressants, le réductionnisme c'est aussi intéressant pour avancer, mais qui en a fait la synthèse avec les savoirs traditionnels indiens, et qui a notamment inventé le compost. Vous savez peut-être pas, mais jusqu'à Howard, on ne faisait pas du compost, on faisait du fumier vieux. C'est Howard qui a compris comment ça fonctionnait d'un point de vue aérobie, et qui a appris à contrôler ça, etc. Il s'est basé sur des savoirs indiens, d'Inde, qu'il a amélioré, et ça a donné le compostage tel qu'on connaît aujourd'hui. Et c'est aussi un des fondateurs de l'agriculture bio. Il a fondé le plus grand mouvement bio européen, qui est la Soil Association. Et c'est aussi l'agroécologie. Ce que je viens de vous dire là, c'est aussi l'agroécologie au sens de Pierre Rabhi ou de Nature et Progrès. Le livre de chevet de Pierre Rabhi, je suis bien placé pour le savoir, j'ai fait un bouquin avec lui où on en a parlé. Le livre de chevet de Pierre Rabhi, c'était Fécondité de la Terre, qui est le livre fondateur de la bio. Donc on parle bien de la même chose. Après, il faut juste être conscient que l'agriculture biologique du règlement européen, c'est plus limité. C'est plus une agriculture conventionnelle sans chimie, si vous voulez. Mais si on a des cultures pures, si on a des semences qui ont été sélectionnées pour la chimie, et si on n'a pas d'interaction avec l'écosystème, on n'est pas vraiment dans l'agriculture bio. Si on se contente juste d'enlever la chimie, on ne fait pas de la bio, on fait du conventionnel sans chimie. Et tout l'enjeu de l'évolution agricole aujourd'hui, c'est pas de dire on va faire de la bio, de la permaculture ou de l'agroécologie. Peu importe comment on appelle ça. Tout l'enjeu, c'est d'aller vers cette agriculture systémique qui refait le lien avec le vivant
et qui va permettre de transformer progressivement et d'ouvrir à une agriculture qui est en fait extrêmement performante à long terme. Et donc on a plein de choses à inventer. Bon, je vais passer ça, on pourra revenir dans le débat. Si vous voulez dans le débat tout à l'heure, on pourra, si ça vous intéresse, à moins que vous vouliez que je le dise maintenant, ça peut être très court, mais la question du fait de montrer que ça peut nourrir le monde, est-ce que ça vous intéresse que je vous en dise quelques mots? Il y a encore 5 minutes. Hein? Allez, bon alors j'ai juste le temps. J'ai juste le temps. Je vais vous indiquer pourquoi cette agriculture, elle fonctionne. Parce que c'est important de savoir, parce que c'est bien gentil tout ce que je vous raconte là. On comprend bien agronomiquement que ça marche, on comprend bien que ça optimise mieux les rayons du soleil et que ça ne peut que mieux marcher que l'agriculture d'Amérique du Nord qui de toute façon consomme plus de pétrole qu'elle ne produit d'énergie pour l'homme. Mais il faut quand même le vérifier. Et vous allez me dire, c'est quand même bizarre parce qu'en Europe, on voit bien que les rendements en bio, ils sont plus faibles. Bah oui, parce que les bio en Europe, ils font ce qu'ils peuvent avec un système qui n'est pas du tout fait pour la bio. Exemple, les comparaisons de rendement qu'on a quand on vous dit la bio, un blé bio a 40% de rendement en moins qu'un blé conventionnel. Admettons. Qu'est-ce qu'on fait pour faire ce genre d'analyse? Vous savez peut-être comment ça se passe, les calculs de ce genre d'expérimentation. On prend une parcelle témoin, puis une parcelle sur laquelle on va tester quelque chose. Ça, c'est typiquement la recherche expérimentale réductionniste. C'est-à-dire qu'on fait varier un seul facteur. Comme ça, on sait comparer. La plupart du temps, ça ne sert à rien, mais au moins on sait comparer, on peut publier dans une revue à comité de lecture et on fait une carrière universitaire, c'est chouette. Je vais vous montrer pourquoi je suis un peu méchant. Qu'est-ce qu'on fait dans toutes ces études? On prend un blé témoin, donc conventionnel. Donc le blé témoin, on prend une variété du catalogue européen, bien sûr, on va prendre une variété qu'un agriculteur a le droit de cultiver quand même, tant qu'à faire. Donc on prend une variété qui a été sélectionnée depuis 70 ans pour la chimie, qu'on va cultiver en culture pure, en plus clonale, enfin tous génétiquement identiques dans le champ, sans écosystème, avec chimie. Ça, c'est le témoin. Et puis à côté, on va faire varier que la question de la chimie parce qu'on croit que la bio c'est ça. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va prendre la même variété. Donc on prend un blé qui a été sélectionné depuis 70 ans pour être cultivé en chimie et strictement en chimie, qu'on va cultiver en culture pure, tous génétiquement identiques, sans écosystème, mais sans chimie. Bah, comme disait Bourvil, bah oui, ça va marcher moins bien maintenant. Hein. Effectivement, oui. Vous prenez, bah oui, il n'y a même pas besoin de faire les comptes. Enfin, vous prenez un système qui est fait pour la chimie, vous enlevez la chimie. Et vous constatez que, bah oui, sans chimie, ça marche moins bien. Il fallait dépenser des millions pour arriver à enfoncer une porte ouverte comme ça. Je peux vous dire qu'on en a dépensé des millions pour faire plusieurs fois la même étude. Hein. Mais moi, franchement, ça me révolte. Ça me révolte de voir qu'une grande partie des agronomes aujourd'hui en sont encore à ce niveau zéro de la réflexion épistémologique, de la réflexion sur la recherche. C'est pas une recherche, ça. C'est une comparaison permettant de publier dans une revue. Ok, on se fait plaisir. On n'a aucune conclusion. On a comparé un système d'agriculture conventionnelle avec chimie et un système d'agriculture conventionnelle sans chimie. Mais avec tout ce que je vous ai présenté là, je pense que vous pouvez comprendre ce que je veux dire par là. Dès lors que vous avez des cultures pures, des plantes sélectionnées pour la chimie et pas d'écosystème, c'est pas de la bio. Vous avez beau enlever la chimie, c'est pas de la bio. Ça reste du conventionnel. Sans chimie, mais conventionnel. Donc ça risque pas d'avoir des bons rendements. Et c'est évident que si vous faites pareil et que vous vous contentez juste d'enlever la chimie, ça ne peut pas marcher. Donc ceux qui disent la bio va pas nourrir le monde, c'est parce qu'ils croient que la bio c'est juste d'enlever la chimie. Et je peux pas leur donner tort. Si on se contente d'enlever la chimie, ça peut pas nourrir le monde. C'est pas possible parce que c'est fait pour marcher avec la chimie. La question c'est est-ce qu'on change d'agriculture? Est-ce qu'on change vers des cultures associées, des variétés adaptées au milieu, etc. Et là ça change tout. Et en fait, vous savez comment on fait pour faire des comparaisons un peu systémiques? Parce qu'en fait on sait faire dans d'autres sciences. Les chercheurs en agronomie ne semblent pas avoir encore compris ça, mais on sait faire. J'ai un frère qui a étudié les évolutions des populations d'oiseaux en Scandinavie face au changement climatique. Vous savez comment vous pensez que pour faire ça, il a mis des oiseaux dans des cages et qu'il a monté le thermostat des cages pour voir la différence de comportement des oiseaux? Ça reviendrait à peu près à ce qu'on fait en agriculture, quoi. Enfin, vous vous rendez compte? Qu'est-ce qu'on fait? On a des points d'observation, il y a des points d'observation à travers toute la Scandinavie depuis des dizaines d'années sur les oiseaux. Il collecte les données anciennes, des données plus nouvelles. Il fait des modèles, parce que quand je critique le réductionnisme, je n'ai pas dit qu'il ne fallait pas utiliser les modèles. Hein. Les modèles sont très utiles du moment qu'on est conscient que c'est des modèles. Et du moment qu'on est prudent sur ce que c'est un outil pour réfléchir, que ce n'est pas une représentation de la réalité. Donc il fait des modèles, il essaie de comprendre comment ça marche, et puis il teste ses hypothèses, et enfin, bref, voilà. Comment est-ce qu'on fait pour mesurer ce genre de choses? On prend des grandes masses statistiques. Voilà comment on fait. C'est pas difficile en agriculture, des grandes masses statistiques, on n'a que ça. Rien qu'en France, la moitié, 50% des surfaces françaises sont en agriculture. Si vous enlevez les forêts, les villes, etc., il reste plus de la moitié des surfaces françaises qui sont en agriculture. C'est énorme.
Donc les surfaces à comparer, elles manquent pas. Et dans le monde, n'en parlons pas. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va prendre des surfaces, des terres agricoles un peu partout dans le monde, on va mesurer les vrais rendements dans les fermes réelles, année après année, parce que le problème des études aussi, c'est qu'on oublie l'effet rotation. Donc il faut regarder année après année et regarder le rendement global de la ferme sur 10 ans. Et bien quand on fait ça, quand on fait des analyses sur le long terme, sur des grands échantillons statistiques à travers le monde, et bien on s'aperçoit, alors en enlevant l'Europe et l'Amérique du Nord, parce que l'Europe et l'Amérique du Nord, on n'a pas le droit d'avoir des variétés qui sont faites pour la bio, donc forcément c'est un problème. On ne sait pas utiliser les cultures associées, donc forcément c'est un problème, etc. On a une fiscalité du travail qui fait que le recours à la main-d'œuvre défavorise complètement les agricultures riches en main-d'œuvre. Or, l'agriculture bio, l'agroécologie ont besoin de plus de main-d'œuvre. Donc, tout un tas d'éléments qui fait que les comparaisons sont faussées. Mais si on prend dans le reste du monde, c'est-à-dire là où la question de nourrir le monde se pose, si on prend en Afrique, en Amérique latine et en Asie, eh bien, sur des millions d'hectares, 37 millions d'hectares étudiés quand même par l'Université d'Essex, leur conclusion, c'est que la bio a 79% de rendement en plus. Le programme des Nations Unies pour l'environnement, en Afrique, arrive à 110% de rendement, le double en bio. Donc en réalité, à long terme, ça marche. Simplement, il faut changer le système, il ne faut pas juste enlever la chimie. Il faut bien penser à réadapter les plantes et les animaux au milieu, à aller vers les cultures associées, donc à adapter le matériel. On peut avoir du matériel qui marche avec les cultures associées. Ça veut dire changer des règles agronomiques. Par exemple, au lieu de faire des barrages pour irriguer à Sivins, je suis désolé, moi j'ai bossé au nord du Bénin, excusez-moi, mais Sivins, c'est pas le Sahel, quoi, c'est pas la savane. On manque pas d'eau à Sivins. On n'a pas besoin de faire un barrage. On a juste besoin de sélectionner des maïs qui n'ont pas besoin d'être irrigués en permanence pour avoir leur rendement. Et on sait faire en plus. Il y a des gens en Aquitaine qui savent sélectionner des maïs qui n'ont pas besoin d'irrigation. Donc si on modifie tout ça, et qu'on arrête de raisonner uniquement en mettant sous perfusion de chimie et d'eau, en fait ça marche. Mais il faut qu'on modifie en profondeur notre système. Et le glyphosate, par exemple, les alternatives au glyphosate ou aux néonicotinoïdes, c'est pas de remplacer par un autre produit, c'est de modifier le système. Si vous avez des haies, vous avez des carabes. Si vous avez des carabes, ils vont manger les limaces. Et vous n'aurez pas besoin d'enrober vos semences. Et en bio, il n'y a pas de problème. Si vous avez des systèmes de haies ou de bandes enherbées, parce que les haies, ça met du temps à pousser, vous n'avez pas de problème, peu de problèmes de fonte de semis, etc. Donc c'est ce genre de solution qu'il faut trouver. Il ne faut pas penser juste remplacer un produit par un autre. Et à ce moment-là, je passe. Je pourrais décliner plein de choses, mais là vous avez les bouquins comme ça. Vous avez même mes coordonnées si vous voulez. Et j'ai un blog aussi, donc si vous voulez creuser un petit peu, je l'ai mis en bas. Et donc l'enjeu aujourd'hui qu'on a, c'est de modifier notre rapport au vivant, modifier notre façon de concevoir l'agriculture, et derrière on invente plein de solutions. Il y a plein de choses à inventer. Et en plus, je vais vous dire, ce qui est génial, c'est que tous les agriculteurs avec qui j'ai bossé, qui sont passés en bio après avoir été en conventionnel, tous, je dis bien tous, m'ont dit, j'ai retrouvé le plaisir de mon métier. Parce que derrière, inventer des cultures associées, sélectionner des semences quand on a le temps, parce qu'on n'a pas toujours le temps. Il faut aussi des gens qui font des semences pour les autres, hein, on ne va pas tous le faire. C'est passionnant. On retrouve enfin la maîtrise de son métier. C'est génial, quoi. Donc vous avez devant vous un chantier formidable. Vous, les jeunes générations, vous allez nous construire une agriculture géniale, je compte sur vous. Évidemment, j'ai été super long.